nouveau live qui démarre. 1 heure ce soir pour parler d'immobilier. 17h45, 18h45, je suis 1 heure à vous pour répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser sur l'immobilier, achat de résidence principale, conseils en investissement locatif. Ça y est, on a une ou deux premières connexions. J'attends toujours 1 minute en général pour lancer le live, le temps que les gens soient là. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas mes lives, c'est bien sûr, on va parler d'immobilier, essentiellement, 99% même. Je peux répondre à des questions sur, je sais pas, la protection du conjoint, le mariage, les PACS, les testaments, l'achat d'une résidence principale, des conseils sur l'obtention, la négociation d'emprunts immobiliers, des conseils sur la lecture d'un compromis de vente si vous êtes en train d'acheter un bien immobilier, des conseils sur l'intérêt ou les inconvénients de créer une SCI, tout ce genre de choses. Je suis votre homme aujourd'hui pour vous répondre. J'évoquerai pas des sujets que je ne maîtrise pas. On me pose souvent des questions sur l'achat à l'étranger. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je n'en parle pas. On me pose souvent des questions sur des montages compliqués avec des holdings, etc. C'est un sujet que je maîtrise qu'à moitié, donc je ne vais pas dessus. Mais surtout, l'immobilier traditionnel, je suis votre homme pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous lancer pour une première. Après, le live se déroule tout seul quand une première question est lancée. Ça permet d'enchaîner. Donc, à vos questions, immobilier, investissement locatif, fiscalité. On peut parler pourquoi pas aussi de l'imposition des plus-values immobilières quand on revend, du statut de résidence principale. On peut parler aussi des aides MaPrimeRénov' pour les bailleurs. Quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre hier une petite erreur de ma part sur la mise à jour de mes données concernant MaPrimeRénov'. Il y a eu un changement au 1er février, donc j'ai potassé avant de commencer le live. Alors, on a une première question qui nous vient de Chacha. Salut Chacha, je t'ai déjà vu dans un de mes lives, ça fait plaisir du coup de te voir à nouveau. Et tu nous poses une première question. Dans le cas où j'ai acheté et mis en location le bien avant de me marier, comment ça se passe? C'est donc du coup un bien qui t'appartient en nom propre. Les revenus sont en théorie des revenus propres, même si effectivement, si tu n'as pas fait de contrat de mariage, il peut y avoir une confusion à ce niveau-là. Et ta question, elle est quoi? Elle est liée à la succession, parce que sinon, il n'y a pas de difficulté. Le bien t'appartenait avant ton mariage, c'est un bien propre. Les loyers le sont en théorie également. Pas de difficulté. Après, il peut y avoir des souhaits de protection si vous avez des enfants séparés, ainsi de suite. Mais là, sur le principe, pas de difficulté dans ce que tu me dis. Une première question, en tout cas, sur la protection du conjoint. J'aime bien ces sujets-là. Je vous encourage à vous protéger si vous achetez un bien immobilier avec votre conjoint, votre copain, votre copine, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, protégez-vous au minimum par un PACS, plus un testament, parce que le PACS tout seul ne sert pas à grand-chose. On peut en parler d'ailleurs si vous le souhaitez. Ou alors un mariage, si vous êtes pro-mariage. Et Chacha, tu nous dis que ça t'appartient directement. Et alors du coup, c'est quoi ta question, Chacha? En effet, si le bien tu l'as acheté avant de te marier, un bien locatif, c'est un bien propre. Le seul cas qui remettrait ça en cause, c'est le fait que tu aies fait un mariage sous un contrat bien particulier qui est la communauté universelle. C'est très rare, ça arrive souvent un peu plus tard dans la vie quand on veut protéger le conjoint survivant. Alors Chacha, dans le cas d'un divorce qui n'a pas 50-50, non, si c'est un bien que tu as acheté avant mariage, c'est un bien propre, sauf si tu t'es marié ensuite sur un contrat de communauté universelle. Ce qui n'est pas, ce qui est à ne pas confondre avec la communauté réduite aux acquis, qui est l'absence de contrat de mariage, par défaut. Donc non, a priori, je dis bien a priori, parce qu'il faut que tu me complètes l'information si tu veux être sûr de ma réponse, a priori, pas de 50-50 dans le cadre d'un divorce. L'absence de contrat de mariage équivaut à la communauté réduite aux acquis, et donc ça veut dire que tous les biens acquis après mariage sont communs. On a Jérôme qui nous demande s'il aura des avantages sur ses impôts en devenant propriétaire. Et non, pas du tout. Le fait de devenir propriétaire, sous-entendu sûrement de ta résidence principale, ne te conférera aucun avantage sur tes impôts, voire même te rajoutera un impôt ou une taxe que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant, qui est la taxe foncière. Youth qui demande si j'ai des conseils pour trouver de bons artisans. Écoute, c'est une vraie problématique, ça l'a toujours été de plus en plus 2022-2023. Je ne sais pas dans votre région, mais moi dans ma région, certaines professions comme les électriciens et les plombiers sont absolument débordées. Donc non, c'est difficile, les prix s'envolent, donc je te conseillerais bien évidemment de fonctionner avant toute chose par le bouche à oreille si tu as la chance de connaître des gens
qui ont déjà fait bosser certains professionnels. Sinon, pourquoi pas le référencement Internet, les avis Google, ce genre de choses. Jérém, quelles sont les astuces alors? Célibataire, seul et sans enfant, je me fais allumer. Oui, en effet, si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de demi-part supplémentaire et tu peux avoir une fiscalité importante. Tu peux faire des choses dans l'immobilier. Penche-toi pourquoi pas sur la loi de Normandie. C'est l'équivalent du Pinel dans l'ancien. Donc le Pinel dans le neuf, j'ai une forte tendance à le déconseiller. La loi de Normandie, c'est le Pinel dans l'ancien, ça a plein d'avantages. Et ça peut être une façon de défiscaliser. Et ça a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2023, donc n'hésite pas à te renseigner rapidement. J'ai fait des vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Donc loi de Normandie, du nom du ministre qui l'a pondu, je crois Julien de Normandie, ministre du Logement, il y a 3-4 ans. Diana, qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui a une épargne de 50 000 euros? C'est une belle épargne. Je te conseillerais forcément d'en garder un petit peu. Je suis quelqu'un d'assez prudent. Enfin, je ne sais pas si on me définit comme ça dans mon entourage, mais moi je me considère assez prudent. Donc déjà, j'en garderai une partie, peut-être genre 10 000 euros selon ton train de vie, et j'investirai le restant, les 40 000 euros, majoritairement dans l'immobilier et à forte proportion d'effet de levier de crédit immobilier. Par exemple, je prendrai 30 000 euros, j'irai voir une banque en disant je veux mettre 30 000 euros d'apport, environ 10% d'une opération à 300 000 euros au total, confirmez-moi que c'est possible, et je me mettrai en quête d'un ou plusieurs biens locatifs selon les prix de l'immobilier dans ta région pour un montant de 300 000 euros. Ça y est, il y a du monde qui commence à se connecter. N'hésitez pas à mettre des petits likes sur les lives. C'est pas que moi j'aime ça, je m'en fiche royalement, mais a priori ça aide l'algorithme TikTok à proposer le live à d'autres personnes. Plus on est de fous, plus on rit et plus il y a de questions. J'en vois un premier passer. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Chacha qui dit qu'il faut faire attention car les artisans doivent avoir la qualification RGE. Ça peut être vrai pour les aides MaPrimeRénov'. J'ai d'ailleurs édité le petit bouquin mis à jour sur les aides 2023 qui est très intéressant, qui est gratuit, vous le trouvez sur internet évidemment. Et pour avoir les aides MaPrimeRénov', oui, il faut des artisans qualifiés RGE. Par contre, pour faire des travaux dans des biens locatifs et les déduire de tes revenus fonciers, etc., il n'y a en aucun cas besoin que les artisans soient qualifiés RGE. Je ne dis pas que ça ne peut pas être une façon de se sécuriser, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Ça n'est obligatoire que si on veut bénéficier des aides MaPrimeRénov', qui ont quand même des inconvénients. En tant que bailleur, vous devez louer à un locataire qui va y faire sa résidence principale, donc ça exclut le Airbnb. Vous devez vous engager à détenir le bien au moins 5 ans. Donc moi, j'ai bénéficié en 2022 des aides MaPrimeRénov', donc je m'engage à détenir mon bien au moins 5 ans et à le louer au titre de la résidence principale de mon locataire pendant au moins 5 ans. C'est quand même engageant, un minimum. Qu'est-ce qu'il y a comme question que j'ai pas vue? Peut-on emprunter une somme et acheter plusieurs biens différents? Merci. Alors oui et non. En France, les banques vont prendre une garantie liée au bien immobilier, soit une société de caution ou soit c'est souvent une hypothèque, notamment si tu fais des travaux. Et ça, c'est lié à un bien. Donc tu peux faire plusieurs emprunts pour acheter plusieurs biens. Mais j'ai pas de cas personnel ou même professionnel dans mes agences d'un client qui a fait un seul emprunt pour acheter plusieurs biens. Ça, je l'ai jamais vu. Par contre, rien t'empêche de faire plusieurs emprunts pour acheter plusieurs biens, soit dans la durée, soit même du moment que la banque le sait et te suit, soit même plusieurs emprunts en même temps. Ça m'est déjà arrivé fin 2018, avant de monter mes agences, j'ai acheté en même temps 2 biens, un local commercial et un plateau de 2 appartements. J'ai fait les prêts à 15 jours d'intervalle dans la même banque. Par exemple, pour refaire des fenêtres, les impôts réclament la qualification, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour bénéficier des aides type MaPrimeRénov', chèque énergie, en effet, les boîtes doivent être RGE. Par contre, Chacha, si tu veux changer tes fenêtres sans bénéficier de MaPrimeRénov', parce que tu n'es pas éligible, parce que ça n'est pas des dépenses couvertes, etc., rien t'obligerait à avoir une entreprise RGE. Donc attention à ne pas faire l'amalgame. L'RGE, c'est sécurisant évidemment, c'est nécessaire pour avoir les fameuses aides MaPrimeRénov', chèque énergie. Oui, on est d'accord, mais ce n'est pas obligatoire en soi. Il y a plein d'artisans qui ne sont pas RGE. On a Mo qui nous demande une petite question. Je souhaite construire une annexe pour une location. Quel type de dépose? Alors, je n'ai pas compris ta question. Je rebondis quand même sur le fait que si tu fais de la location nue, la construction d'une annexe ne sera pas une dépense déductible de tes revenus fonciers. Donc, ça n'aura aucun intérêt fiscal. Ça sera considéré comme des travaux de construction, d'agrandissement. Donc, carotte fiscale, aucun avantage. Par contre, si tu y fais de la location meublée au régime réel
ou une SCI à l'IS, il y aura un intérêt fiscal sur tes travaux. Donc n'hésite pas à me préciser le mode d'exploitation de ton bien immobilier. Ah, pardon, type de permis. Donc, tu parlais pas du tout de la fiscalité. Type de permis, ça dépend de la zone dans laquelle tu es. Si tu es dans une zone urbaine d'une commune dotée d'un PLU, jusqu'à 40 mètres carrés, tu seras exempté de permis construire. Tu devras déposer quand même une déclaration préalable. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de formalité. Mais en dessous de 40 mètres carrés, dans une commune disposant d'un PLU en zone U, c'est jusqu'à 40 mètres carrés, une simple déclaration préalable suffit. Et pour certains types d'annexes de moins de 5 mètres carrés, tu peux être exonéré. Alors Franck Hachel, tu me fais rire parce que tu m'as déjà fait la remarque il y a quelques temps dans un live que mon micro semblait loin. Mon micro dans ce live-là ne sert qu'à décorer. Je t'explique. Je suis dans mon studio d'enregistrement qui me sert à faire des podcasts que je fais tout seul, que je fais avec ma femme, que je fais avec des notaires, des assureurs et que je diffuse sur Spotify, tout ce que tu veux. Et donc du coup, c'est mon habitude. J'ai deux lumières, j'ai une table de mixage, j'ai deux micros, un là, mais j'en ai un aussi. Hop, un bras. Non, ils n'est pas assez long pour te le montrer. J'ai des casques, etc. Et par mon habitude, je me mets dans mon studio pour faire les TikTok, mais le micro est décoratif. Tu vois, je tape dessus et tu ne l'entends pas. Mot qui nous dit exploitation en LMNP, donc LMNP, pas de souci, si tu es au réel et surtout pas au micro, tu pourras bien déduire, amortir les travaux que tu feras même sur une construction. Donc bon plan. Kedi qui me demande j'ai pris combien de temps pour vivre de l'immobilier. Je ne vis pas du tout de l'immobilier au titre de mes rentes locatives, si c'est ça ta question, même si j'ai du cash flow, j'ai aussi beaucoup d'impôts en face. Donc je vis de mon métier qui est un métier d'agent immobilier, parce que j'ai des agences immobilières. Donc je vis de l'immobilier, mais pas au sens où tu le sous-entends sûrement, qui est au sens rente locative. J'en vivrai peut-être dans 20 ans, mais pas encore. Alors, j'ai une demande d'invitation à rejoindre le live. Je les refuse systématiquement si on ne me motive pas la raison pour laquelle on veut rejoindre le live. Si on a une vraie question IMO, bah allez, why not. Mais si c'est pour... bon bref, comme on voit souvent sur les lives, ça n'a aucun intérêt. Chicken qui nous dit que tu recherches un F4 à Calais. Eh ben écoute, je peux pas t'aider, je suis désolé, je suis en Normandie. Bédo qui nous demande comment faire pour commencer. Alors commencer quoi? L'achat d'une RP, un premier investissement locatif. Mo qui nous demande est-ce que c'est judicieux de dissocier les compteurs pour une petite LMNP. Alors je suis pas sûr de comprendre ta question, mais oui, je suis un fervent défenseur des compteurs séparés, notamment pour l'électricité. Pour l'eau, ça me gêne pas. J'ai plein d'immeubles qui ont des sous-compteurs d'eau, ça me pose aucun souci, même si je préfère quand il y a des compteurs indépendants, parce que quand il y a des compteurs indépendants, ça veut dire que j'ai pas de compteur à prendre à mon nom et pas de régule de charge à faire. Donc j'ai deux immeubles Argentan en Normandie qui ont des compteurs indépendants pour l'élec et pour l'eau, c'est génial. Dans d'autres immeubles, j'ai des compteurs, un seul compteur eau d'eau et des sous-compteurs, ça me pose aucun souci. La vraie problématique est quand on a un seul compteur électrique pour plusieurs logements ou pour un logement et des parties communes. Là, on est dans quelque chose qui n'est pas idéal. Alors, on a Kedi qui nous pose une bonne question dans l'air du temps, avec notamment les DPE, l'audit énergétique depuis le 1er avril 2023, etc. Est-ce qu'une banque peut prêter pour un achat locatif avec Dravo pour un DPE E, F ou G? Oui, bien évidemment, même s'ils sont de plus en plus prudents, notamment sur les F et G, parce que F et G sous-entend audit énergétique, hors copropriété, et donc gros montants annoncés, etc. Alors qu'en eux, on n'est pas concerné par l'audit énergétique. Donc oui, heureusement, les banques prêtent encore, mais effectivement, il y a de plus en plus de frilosité des banques à ce sujet-là. Même si j'en ai parlé dans mon live hier soir, il y a une réunion prévue début juin entre le gouvernement, Bercy, la Banque de France et le Haut Comité de Sécurité ou de Stabilité Financière, HCSF, j'ai toujours du mal à mettre les lettres dans le bon sens, où ils vont justement parler des conditions d'assouplissement pour l'octroi des prêts immobiliers. Donc en théorie, on attend des bonnes nouvelles, ou du moins des nouvelles qui vont faciliter la vie notamment des investisseurs, mais aussi déjà des gens en RP, mais surtout des investisseurs, courant juin 2023. En SCI-LIR, quels sont les moyens pour baisser mon IR perso? Travaux, c'est tout à faire. Oui, SCI-LIR, c'est que tu fais sûrement de la location nue, parce que tu n'as pas le droit de faire de la location meublée en SCI-LIR, à l'IR. SCI-LIR, location nue seulement. Location de garage, location de murs commerciaux, location nue, ok. Location meublée, non. Donc la seule façon effectivement de déduire ton imposition personnelle liée à la transparence fiscale, c'est effectivement d'y faire des importants travaux. Ça va ramener ton revenu locatif à zéro, voire même à moins 10 700 grâce au déficit foncier.
Non, Frankenstein, j'ai jamais eu ça, ni à titre personnel dans mes lots, j'en ai 25 à peu près, et ni dans mes agences immobilières où on gère 150 biens, maisons, appartements, etc., qui sont pas les nôtres, mais qu'on gère. On n'a jamais eu ce type de demande-là. Donc je suis pas encore un professionnel calé sur cette chose-là, pour être transparent avec toi. Et je suis pas pressé d'avoir une demande, d'ailleurs, même si je me mettrai dans les textes à ce moment-là. Donc on vient de parler SCI. Frankenstein, étonnant car en Normandie on adore les voitures électriques. Oui, c'est pas faux. Ma femme a elle-même par exemple une voiture hybride, pas par une grande conviction écologique, mais pour des raisons d'imposition en France avec la TVS exonérée sur les véhicules hybrides, ce qui est une belle fumisterie. Hein. On peut en parler d'ailleurs, ça sort de l'immobilier, mais on pond des textes en faveur de l'environnement, mais on les détourne pour plein de raisons. Par exemple, le fait que quand on recharge chez soi, on n'a pas d'avantage fiscal sur l'électricité. Enfin bref, il y a tout un tas de choses à dire sur l'électrification des voitures. Et pour ceux qui le savent, j'ai un compte aussi sur les voitures, parce que je suis un passionné d'automobile. Ça s'appelle les bolides de Patoche. Et vous verrez que je suis plus voiture thermique qu'électrique. Mais bref. Peut-on acheter en SCI et vivre dans le logement sans payer le loyer? Oui, rien ne l'interdit, mais tu n'auras aucun avantage particulier à ça. Parce que tu n'auras pas le loyer, donc tu ne vas pas encaisser de loyer et générer de l'impôt, mais tu ne pourras du coup pas déduire les charges, taxes foncières, intérêts d'emprunt de ce loyer-là non plus. Tu pourras les déduire que s'il y a un loyer, des recettes à mettre en face. Donc la seule fois où j'ai vu des gens acheter un bien en SCI pour y vivre en résidence principale, c'était des gens très avisés. C'était un assureur et une conseillère en audit, bon bref, et des gens qui avaient une composition familiale très particulière, des enfants chacun d'un premier lit, des enfants communs, donc il y avait 6 ou 7 gamins là-dedans de 3 unions différentes, et donc pas du tout pour des intérêts fiscaux, mais pour un intérêt de protection du conjoint survivant, ils avaient créé une SCI. Karine, bonjour, je viens de signer un compromis pour un appartement neuf, je vais démarcher les banques, est-ce que les taux sont hauts? Oui, bien évidemment, ils sont hauts en ce moment, et tu es une des rares personnes qui continue à acheter dans le neuf, parce qu'on a un marché du neuf. Alors dans l'ancien, le marché est pas très bon en ce moment, j'ai connu bien meilleur, mais il n'est pas catastrophique, il est par contre assez catastrophique dans le neuf, et ça en est même d'ailleurs assez inquiétant. À part les travaux, y a-t-il une solution pour baisser l'impôt plus-value en cas de revente locale? Local quoi? Tu parles de local professionnel? Ilander, salut, à quand le boom dans l'immobilier? Alors, qu'est-ce que tu appelles le boom? Le boom, ça repart, le boom, ça se casse la figure. Je pense que dans les mois qui viennent, on va connaître ni l'un ni l'autre. Ça, c'est que mon modeste avis, mais je pense qu'on va connaître ni l'un ni l'autre dans les mois qui viennent. Oui, local commercial. Tu le détiens comment, WAD? Tu le détiens en nom propre? Bédo, peux-tu donner des bonnes raisons pour investir dans le locatif? J'en ai les moyens, mais j'ose pas. Voilà, des bonnes raisons, j'en ai des centaines. Je vais rester 2 secondes sur cette question-là. Moi, pourquoi je me suis lancé dans l'investissement locatif? Parce que j'ai pas fait d'études qui font que j'ai accès à certaines professions où tu es sûr de très bien gagner ta vie et toute ta vie. Je dis une bêtise, je sais pas, un médecin, un expert comptable, un notaire, c'est des professions qui gagnent bien leur vie et qui le gagneront toujours. Moi, j'ai fait un simple BTS profession immobilière, ça me permet d'être agent immobilier. C'est un métier où tu peux parfois bien gagner ta vie, mais tu peux aussi ne pas bien la gagner. Il n'y a rien de sécure là-dedans. Donc le fait de me lancer dans l'investissement locatif était pour moi un putain d'ascenseur social, d'acheter des choses avec de l'argent qui n'était pas le mien, la banque, parce que notamment quand j'ai commencé à investir en 2015, je mettais quasiment aucun apport dans mes premiers achats. Donc j'achetais avec de l'argent qui n'était pas le mien et je remboursais de la dette avec de l'argent qui n'était pas le mien non plus, mais les loyers de mon locataire. Je maîtrisais ma fiscalité pour faire beaucoup de travaux les premières années dans mes biens locatifs. Donc je vois une grosse multitude de bonnes raisons pour se lancer dans l'investissement locatif. À long terme, des rentes. À court terme, sur 5, 6, 7 ans, des plus-values immobilières. Moi, j'ai pu acheter en 2022 avec ma femme une jolie maison grâce à la revente d'un immeuble que j'avais acheté en 2015, que j'ai revendu en 2021 avec une belle plus-value à la sortie. Donc, je peux que te conseiller de te lancer dans l'immobilier locatif. Bonjour, êtes-vous CIF? Avez-vous la carte T? Donne-moi l'explication des lettres CIF. Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que j'ai bien la carte T? Oui, bien évidemment, même la carte G, parce qu'on fait de la gestion locative.
On parle là des cartes professionnelles des agents immobiliers. Certains vont même faire référence à la carte S syndic, mais elle n'existe plus maintenant, elle est fondue dans la carte G. Donc on a moi et ma femme, parce que quand tu es deux associés dans une agence immobilière, tu es obligé d'avoir l'aptitude pour les deux. Donc on a tous les deux les cartes professionnelles. Et non, je ne fais pas de conseil en investissement financier, donc je ne suis pas CIF si c'est ça. Du coup, ta question. Xéla, du coup, pas ton sujet, je pense. Désolé, j'ai pas vu la question. Je vais essayer de remonter s'il n'y a rien qui arrive entre deux. Donc je donne des conseils et modestes, d'ailleurs, qui n'engagent que moi. Je ne vous encourage pas à les suivre. Je partage mon expérience sur l'investissement immobilier, locatif notamment, bien évidemment, avec un gros penchant pour la location nue, une belle connaissance aussi des SCI à l'IS, parce que déjà j'en ai une depuis quelques années, depuis 2020, dans lequel j'ai 5 locaux commerciaux. Donc je partage mon expérience, je donne aussi quelques conseils sur des précautions à prendre, notamment quand on fait de la colocation. Je n'aime pas trop la colocation et je peux vous expliquer pourquoi si ça vous intéresse. Même avis sur le Airbnb, je suis pas un grand fan, donc je peux vous parler de ce genre de choses. RN, oui, j'ai vu ça. J'ai pas trop d'avis là-dessus, mais j'ai vu la polémique passer, effectivement. Johan, oui, tu peux. Ça va passer par une cession de titre, ça va passer par une fiscalité, ça va avoir des frais. Et au final, celui qui va céder une partie de ses parts aura certes moins d'hier, mais aura aussi à terme moins de valeur immobilière liée à la valeur de ses parts. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire. C'est vrai que pour le off-market, les agents immobiliers favorisent les marchands de biens. MDB, c'est marchands de biens, car double com, peut-être dans certaines agences, c'est absolument pas le cas chez nous. On a une vraie éthique sur ça, on favorise personne. On a un comportement assez même militaire pour ne pas avoir de reproches derrière. Mais oui, je sais que ça se fait dans la profession. Alors, on me demande 2 fois pourquoi je suis pas fan du Airbnb et de la colocation. Le point numéro 1 qui est factuel, parce que les autres peuvent être personnels, c'est le fait que, allez, j'ai pas la statistique, mais 8 à 9 fois sur 10, c'est contraire au règlement de copropriété. Je m'explique. La colocation et le Airbnb, on le fait plus souvent dans les villes et donc plus souvent dans les immeubles et non pas des maisons. Qui dit immeuble dit copropriété. Et bien que l'agent immobilier vous dise le contraire, bien que le propriétaire, quand il vend, vous dit « j'ai toujours fait de la coloc, ça pose pas de souci », on a dans chaque immeuble en copropriété, un ou plusieurs, avec les modificatifs, règlement de copropriété. Et quand vous regardez l'usage des parties privatives, des appartements, 9 fois sur 10 dans les immeubles, l'usage doit être d'habitation, bourgeois, et donc, par défaut, c'est contraire à la location Airbnb, qui est une location commerciale, et pareil pour les colocations en bail à la chambre. Les colocations en bail unique ne posent rarement de problème, voire même jamais avec les règlements de copropriété, pas de contradiction. Par contre, les colocations en bail séparé posent très souvent un problème de contradiction avec le règlement de copro. Je peux aussi développer par exemple sur la colocation en bail séparé, quelque chose qu'on ignore assez souvent, c'est que quand vous faites de la colocation en bail séparé, certes c'est sur le papier rentable, mais vous ne pouvez faire un état des lieux que sur la partie privative que vous louez à votre locataire, donc sa chambre, x4, il y a par exemple 4 chambres dans l'appartement, mais vous ne pouvez dresser aucun état des lieux sur les parties communes, donc la cuisine, le séjour, la salle de bain, etc. Et ça veut dire quoi? Si on lit entre les lignes, ça veut dire que personne ne vous garantit le bon état de vos parties communes. Et vous mettez 4 colocataires en bail séparé dans une coloc, les mecs ou les nanas vous défoncent la cuisine, coupe un saucisson sur la cuisine, crame un bout de shit dessus, etc. Bref, je m'en fous, je mets toutes les possibilités et les autres, et ben en tout cas, ça ne sera pas couvert par vos états des lieux parce qu'ils ne peuvent porter que sur les parties privatives. Donc moi, je ferai à titre personnel jamais de colocation en bail séparé parce que je fais du beau logement en parfait état. Je mets des belles cuisines aménagées, équipées Leroy Merlin à 3-4 000 euros à chaque fois et ainsi de suite. Donc je veux qu'elles me soient garanties par un état des lieux bien fait à l'entrée, bien fait à la sortie, et ça, la colocation en bail séparé ne le permet pas. J'ai été un peu long, mais c'était un point important. Alors, les Bouillous qui nous dit « Salut, j'aimerais bien télécharger ton e-book sur les locations nues, je le trouve pas sur ton site. » Donc tu vas sur le site visitenco.fr, tu vas arriver sur mon site internet, tu as un onglet qui s'appelle « Conseils » et quand tu descends un peu dans cet onglet-là, tu vas avoir « Télécharge ton e-book sur les revenus locatifs ». Tarde pas parce que c'est lié à la déclaration d'impôt, il nous reste que quelques jours. La version imprimée, c'est ça.
C'est un document de 18 pages que j'édite une fois par an, que je mets à jour avec les dernières jurisprudences, etc. et qui donne des conseils sur la location nue et donc la déclaration des revenus fonciers. Téléchargeable gratuitement sur Internet. Gigi qui nous demande « Salut, je viens d'arriver sur le live, le règlement de copro est un document que l'on peut demander ?» Oui, bien évidemment. Si tu es copropriétaire, propriétaire d'un appartement copro, on te l'a déjà fortement remis. C'est une obligation depuis la loi Allure. Et si tu es en recherche immobilière, je t'invite fortement à demander ce document-là pendant la visite, voire avant même les visites chez Visit & Co dans mes agences immobilières. Ce document-là est téléchargeable sur nos annonces. Avant même de visiter, tu peux télécharger le règlement de copro. C'est un point très important. Ah, comment découvrir les investissements dans les bails, dans les baux commerciaux, comment ça fonctionne? Alors, c'est un marché de niche, c'est un marché souvent réservé aux initiés, assez rentable, qui en plus est très sécure pour le bailleur parce que les rapports sont beaucoup plus équilibrés qu'avec la location d'habitation. En location d'habitation, dans l'esprit du législateur, le bailleur est un riche très méchant sur lequel il faut taper et le locataire est un pauvre qu'il faut protéger. En location d'habitation, c'est ça l'esprit du bailleur. Ça m'empêche pas de faire de l'esprit du fisc, du législateur. Ça m'empêche pas d'aimer ça et de faire de la location, mais c'est un peu ça. Pour les locaux commerciaux, c'est l'inverse. Dans un bail commercial, on peut mettre toutes les clauses qu'on veut et mettre les travaux à la charge du preneur, la taxe foncière en totalité à la charge du preneur, les charges de copro en totalité à la charge du preneur. Tout est possible. Et c'est vrai que c'est un peu un marché niche. Keddy, est-ce que je connais des gens à qui ça a posé problème? Oui, plein de fois. En fait, tant que ça se passe bien, personne ne dit rien. Dès lors que la coloc génère des nuisances, les copropriétaires commencent à se plaindre. Ils nous disent, avant, c'était une petite mamie qui habitait à l'appartement du rez-de-chaussée. Depuis qu'il a été vendu il y a 2 ans, c'est 4 mecs. Donc, du coup, il y a du bruit. Ils fument des clopes en bas. Donc, je me plains au syndic. Et là, le syndic, une fois qu'il se plaint, relit son règlement de copro. Il va appeler le copropriétaire en disant, ce que vous faites est contraire au règlement de copropriété. Donc, oui, Keddy, j'ai plein d'exemples sur lesquels, oui, ça a posé problème. La coloc en bail séparé et le Airbnb. Beno qui nous dit commencer par du nu en nom propre ou un SCI à l'IS quand on a des enfants. Les deux, mon colonel. Moi, j'ai commencé par du nu en nom propre et j'ai créé ma SCI à l'IS quand la banque m'a dit Monsieur Magalès, c'est fini là, les emprunts pour vous à titre personnel, il y a trop d'endettement, on prend trop de risques avec vous. Donc, moi, je suis assez partisan de commencer par du nu en nom propre en faisant des travaux pour que j'ai bénéficié du déficit foncier. C'est le régime le plus simple à créer, le plus simple à comprendre et ça vous permet de vous faire la main. Moi, ça serait mon conseil. Ah, bonne question de Jordan, question technique. J'envisage d'acheter un appartement, j'ai fait une première visite, l'agence me prévient que la façade est à refaire, c'est déjà passé en AG, donc ça a été voté. À qui les frais sont à prévoir? Moi, acheteur ou vendeur? Et ça, c'est une putain de bonne question parce que ça dépend, mon colonel. Ça fait partie de la négociation. Par défaut, on a souvent tendance à dire que qui vote paye. Ça veut dire que si les travaux ont été votés avant ton achat, votés par l'ancien propriétaire, même s'il a voté contre, mais en tout cas qu'ils ont été adoptés, par défaut, on va partir du principe qu'il reste à sa charge. Mais contractuellement, vous pouvez décider de l'inverse. Donc, il n'y a rien d'écrit à ce sujet-là. Il faut que tu te mettes d'accord avec ton vendeur et ton agent immobilier. Ça fait partie de la négociation. Tu peux dire, moi, je propose tant, mais je veux pas entendre parler du ravalement de façade. Ou au contraire, je fais une négociation agressive, mais je prendrai à ma charge le ravalement de façade. Non du tout, Keddy. En SCI à l'IS, tu peux pas du tout déduire les premiers 10 000 euros, 10 700 même auxquels tu fais allusion, sur tes revenus perso comme en nom propre. Absolument pas. La SCI à l'IS n'a rien à voir avec tes impôts et tes revenus personnels. C'est 2 choses bien différentes. Pouvez-vous remettre le lien de votre book sur la location nue? Non, Olivier, je peux pas le mettre dans ma bio parce qu'en bio on peut mettre qu'un seul lien. Et là maintenant j'ai mis un lien pour réserver un créneau d'appel téléphonique personnalisé de 30 minutes avec moi. Donc je peux plus mettre le lien vers le e-book comme il y avait avant. Par contre, tu peux toujours trouver le e-book sur internet très facilement. C'est gratuit. Il n'y a même pas besoin de mettre de coordonnées. Ça se passe sur le site visitenco.fr, rubrique conseils. Jordan, non, encore une fois, je me répète, il n'y a pas de choses tranchées, tout est négociable.
Bédo, est-ce que c'est l'idéal? C'est en tout cas ce que moi j'adore faire. Commencer en nu, c'est facile. T'as pas de démarche, tu fais pas du meublé, donc tu dois pas, par exemple, obtenir un numéro de SIRET. Il y a plein de gens, je suis sûr, dans ce live, il y a des gens qui font de la location meublée et qui n'ont pas de numéro de SIRET. C'est interdit, c'est illégal, on appelle ça comme on veut, etc. Donc oui, la location nue est une très bonne façon de commencer. Et oui, le fait de faire plein de travaux est une très bonne façon de commencer avec une douceur fiscale sur les premières années grâce au déficit foncier. Et je vois qu'il y a ma femme qui me fait un coucou, qui est derrière, là, vous le voyez pas, elle vient de rentrer dans le studio. Elle est là. Certains l'ont déjà vu dans des lives, ma femme Flavie. Bonjour tout le monde. Qui est mon associée en affaires, en amour et dans le business. Diana, que veut dire nu? Alors ça ne veut pas dire se déshabiller, c'est la location nue, donc c'est une location vide de meubles. C'est une location encadrée par une loi qui date de 1989. C'est la location classique qu'on connaît tous, qui est par défaut non meublée. Et en Achantou, qui dit bonsoir madame, bonjour Flavie. Flavie a fait une apparition éclair aujourd'hui. Mais si vous avez des questions sur la gestion locative, elle pourra y répondre. Parce qu'elle en fait encore plus que moi. Moi, je fais de la transaction immobilière, je gère mes biens immobiliers perso, mais je ne gère pas ceux de l'agence. On se sépare les tâches et ma femme gère ceux de l'agence. Bonjour à vous, je vais faire ma première déclaration meublée. Quel formulaire dois-je remplir? Alors, soit tu te mets au micro-BIC avec un abattement de 50%, ce qui est souvent une mauvaise idée deal, et tu n'as pas de déclaration spécifique à remplir. Soit tu fais une déclaration réelle, et je crois que c'est la 2072, ça s'appelle. 2044 pour les revenus fonciers, 2072 pour les revenus issus de la location meublée. Et ça, tu vas le voir quand tu vas ouvrir ton espace impôt.gouv et tu vas dire que tu vas vouloir déclarer des recettes issues de la location meublée. Par défaut, tu as des petites choses qui vont apparaître sur le côté, dont une déclaration à remplir. Mais attention, si tu es au régime réel, tu as sûrement un comptable. Donc le comptable est censé t'aider. Kédi, est-ce qu'en nu, je dégage un cash flow? Oui, sur l'intégralité de mes biens en location nue, je dégage un cash flow. C'est pas tout à fait vrai sur mes derniers biens achetés en SCI à l'IS, des locaux commerciaux, ou sur certains, j'ai pas de cash flow, et même si j'en avais, je pourrais pas le prendre, parce que c'est une SCI LIS, mais sur mes biens en location nue, oui, j'ai du cash flow sur tous. Parce que mes biens en location nue, pour info, le dernier à titre locatif, parce que j'ai acheté ma RP en 2022, remonte à 2020. Mon dernier achat locatif en nom propre remonte à 2020. Après, j'ai fait de la SCI LIS. Chantou qui dit bonne soirée, ciao, je suis encore là une demi-heure de live encore pour répondre à vos questions immobilières. C'est cool, le live part bien ce soir, il y a tout un tas de questions, ça tourne toujours un peu autour de la même chose, la fiscalité, la SCI, on peut pourquoi pas parler, une fois qu'on lance le sujet, c'est intéressant, je sais pas quel âge ont mes auditeurs, mais on peut pourquoi pas parler aussi de protection du conjoint, de Pacs, de testament, de mariage. Bédo, est-ce que l'apport est obligatoire? Obligatoire, non, parce qu'obligatoire, ça voudrait dire que c'est 100% des cas, non, mais c'est très 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 souvent demandé. Wad, dommage, tu réponds pas à ma question, et excuse-moi, ça passe peut-être trop vite, n'hésite pas à la reposer. Je crois que Wad, c'est toi qui me parlais d'une revente d'un local commercial. Ok, donc tu détiens en nom propre un local commercial, donc on parle bien des murs commerciaux, t'es pas en train de me parler du fonds de commerce ou du pas de porte. À part travaux, comment limiter l'impôt sur la plus-value à la revente? Parler à durée de détention. Il n'y a pas de magie en imposition des plus-values immobilières. La durée de détention en nom propre joue dans le bon sens. Passé 5 ans, tu as un abattement à chaque année anniversaire. Donc la petite astuce peut des fois être de regarder la date anniversaire et de ne pas signer quelques semaines avant chez le notaire. Ce serait idiot parce que pour quelques semaines, tu perdrais un an d'abattement. Donc c'est de vérifier ta date d'acquisition et d'attendre au moins 5 ans pour avoir de l'abattement et avoir le forfait travaux de 15%. Pour le nu, tu achètes dans la fourchette basse travaux. Oui, j'achète toujours des biens défoncés, pour être poli. Donc oui, je les achète peu cher, mais c'est normal. Et est-ce que je les loue cher? Oui, parce que je les rénove toujours à fond. Je fais des petits bijoux. Je fais que des logements dans lesquels j'accepterais de vivre moi-même. Donc oui, je les loue toujours sur la fourchette haute, c'est vrai. Highlander, les intérêts des banques sont-ils haram? Ouh là là, tu parles de quelque chose que je ne connais pas. J'ai 2 apparts en nom propre, je ne peux plus emprunter. Comment je fais pour investir? Nous demande Mali. Mali, alors déjà, tu peux malgré tout essayer quand même ailleurs, parce que c'est pas parce qu'une banque te dit non qu'une autre
continuera de dire non. D'ailleurs, l'endettement, c'est à la fois général, mais aussi propre à la banque. Tu peux avoir trop d'endettement pour une banque, parce que tu as 300 000 400 000 euros d'emprunt, et que cette banque-là ne veut pas t'en coller 100 000 ou 200 000 de plus si tu viens à décéder, à défaillir, etc. Mais peut-être qu'une autre banque, déjà, verra les choses différemment, et sinon, la solution extrême est la création d'une SCI à l'IS, parce que là, en théorie, la banque ne mélangera plus ton patrimoine personnel et ton patrimoine professionnel, qui est celui de la SCI à l'IS. Ah oui, Bédo, qui dit Highlander, c'est pas le débat. Ok, je vois où tu veux en venir. Alors, je rentre pas du tout dans un débat de religion. Je suis athée. Donc, je suis ni pour ni contre. Pas de débat de religion. Faudrait pas que ma mère m'entende dire ça. Ma mère qui est portugaise et catholique à fond. Mais bon, bref. Benoît qui me demande ce que je pense des investissements Pinel. Écoute, ça n'engage que moi, mais j'en pense malheureusement du mal. J'en pense du mal parce que sous couvert d'une défiscalisation sur X années, on survend les biens neufs, on les achète très cher, et qu'au final, lors de la revente, c'est prouvé avec tous les régimes qui ressemblent au Pinel qu'on a eu avant, Borloo, d'Eurobiens, etc. Il y a une moins-value à la revente. Et pareil, ceux qui vendent du Pinel, et c'est pour ça que moi j'en vends pas, ont tendance à bien mettre en avant la réduction d'impôts, c'est pas un crédit d'impôt, la réduction d'impôts, et à passer sous silence le fait que les nouveaux loyers générés par l'investissement Pinel vont eux-mêmes générer de la fiscalité. Donc vous allez baisser votre impôt d'un côté pour l'augmenter de l'autre. Donc voilà pour ta réponse, Benoît. Kelly, est-ce que c'est dur de trouver un artisan qui démarre le chantier sous un mois? Oui, c'est très dur et c'est pas forcément bon signe. Un artisan qui est trop disponible en ce moment, c'est deux solutions. Soit c'est quelqu'un qui vient de se mettre à son compte sous peu de temps, donc il faut bien commencer un jour. Il faut être prudent parce qu'il y a peu de réputation, mais ça peut être un bon. Par contre, un artisan établi qui est prêt à intervenir sous moins d'un mois, si c'est pas ton meilleur ami, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Par les temps qui courent, en tout cas, pas du tout dans ma région, qui est la Normandie. Benoît qui nous dit mais c'est trop tard, c'est signé, ça veut dire que tu as peut-être fait un investissement Pinel. Désolé, j'ai pas envie d'être moralisateur. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais si tu l'as déjà fait, je peux rien te dire de plus que ça. Inès, oui, c'est un live conseil investissement, alors investissement immobilier, parce que c'est un sujet que je maîtrise, c'est mon métier, je le fais à titre personnel. C'est pas un live conseil investissement financier ou quoi que ce soit, parce que même si je fais un peu de bourse, je suis pas très bon là-dedans. Autant l'immobilier m'a bien réussi dans la vie, la bourse beaucoup moins. On a les Boui qui nous demandent j'aimerais acheter un immeuble de rapport avec ma SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Donc c'est une SCI qui a une transparence fiscale, pour ceux qui l'ignoreraient. C'est-à-dire que c'est une SCI qui a aucun avantage fiscal. Je le synthétise comme ça. Est-ce que j'aurais un conseil à te donner? Oui, déjà de faire de la location nue, parce que dans une SCI à l'IR, tu n'as pas le droit de faire de location meublée. Premier conseil. Et deuxième conseil, c'est de faire des travaux, c'est d'acheter un bien qui est pas en bon état, mais qui nécessite un minimum de travaux pour que les associés au final, dans leurs déclarations respectives, puissent se retrouver en déficit foncier. Moi, j'ai une SCI à l'IR que j'ai créée avec mon meilleur ami en 2018. On y fait de la location nue et des garages, et on essaie de faire des travaux. On a fait par exemple l'année dernière une isolation par l'extérieur d'une façade d'un de nos immeubles, qui pour info d'ailleurs sur une SCI n'a pas pu être éligible à ma prime rénov. À titre personnel sur un des immeubles qui m'appartient en nom propre, j'ai eu ma prime rénov l'année dernière, mais pas sur une SCI, même à l'IR. Alors Christelle qui nous pose une bonne question, est-ce qu'il faut acheter ou attendre au vu des 4% de taux d'intérêt actuels? Alors si c'est pour l'acquisition d'une raison principale, je vais être moins tranché. Si c'est pour l'acquisition d'un bien locatif, les intérêts sont peu gênants, parce que certes ils vont augmenter ta mensualité d'un côté, ça c'est vrai, donc sur le papier ils vont baisser ta rentabilité, mais d'un autre côté les intérêts sont déductibles des revenus fonciers, ou amortissables, ou passables en charge, etc. etc. Et quand les taux d'emprunt augmente, l'immobilier a tendance à baisser. Donc pour moi, c'est une opération blanche. Pour moi, pour de l'investissement locatif, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. Tant que la banque est d'accord de vous prêter de l'argent et que vous ne faites pas n'importe quoi avec, achetez l'immobilier locatif. Inès, pour un premier investissement, vous conseillez quoi pour devenir rentière? On va pas déjà parler de rentière, on va déjà parler de commencer. Je conseille de faire un investissement en nom propre pour y faire de la location nue, et de faire pas mal de travaux pour jouir du déficit foncier. C'est ça mon conseil de base.
est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'opter pour l'IS dans une SCI quand on veut réinvestir derrière? Oui, mais c'est le chat qui se mord la queue. La SCI et l'IS, on la vend comme une solution magique. Il y a plein de carottes et de quenelles derrière. Investissement des plus-values professionnelles et non pas des plus-values des particuliers. La CRL, le fait que le cash flow, s'il y en a, soit bloqué dans la SCI, sinon pour le sortir, flat tax sur les dividendes ou assujettissement aux cotisations sociales. Bon bref, la SCI et l'IS, commencez pas par ça. Souvent, j'ai des clients des fois qui en font sans même comprendre pourquoi, parce que leur comptable leur a conseillé, mais ils sortent du bureau sans comprendre. Ils sont pas conscients de tous les inconvénients qu'il y a. Parce qu'il y en a plein. Hein. Une SCI à l'IS, il faut un expert comptable. C'est 1 000 € de frais comptables par an. Donc si c'est pour 10 biens immobiliers, ça va. Vous les rentabilisez, les 1 000 €. Voire même un peu plus, parce que s'il y a 10 biens, ça sera plus que 1 000 €. Mais bref. Mais si c'est pour acheter un appart à l'IS, c'est une connerie. Benoît, pourquoi privilégier la location nue par rapport au meublé? Parce que je trouve que c'est un régime plus facile. Déjà, quand tu fais de la location meublée, n'oubliez pas, messieurs, dames, que c'est une activité commerciale, qu'il faut obtenir un numéro de SIRET, que vous allez payer une taxe qui n'existe pas en location nue, qui s'appelle la CFE, cotisation foncière des entreprises. Vous allez avoir un turnover un peu plus important en location meublée qu'en location nue, ça c'est évident. Vous allez avoir un peu de vacances locatives, parce que le préavis étant réduit à 1 mois, le temps que vous vous réveillez, que vous reposiez une annonce, que vous fassiez une session de visite, il est fréquent d'avoir quelques semaines de vacances locatives en location meublée que vous n'avez pas en location nue, parce qu'en location nue, sauf motif de préavis réduit, le préavis de 3 mois, ça vous laisse bien le temps de trouver un nouveau locataire, et ainsi de suite. Donc je préfère, moi, la location nue. Inès, c'est ton point de vue, parce que moi je fais de la location nue, quand j'ai du cash flow et du déficit foncier, mon cash flow il est imposé à que dalle, walou. Donc c'est toujours zéro, c'est toujours moins de 30% de la flat tax. Peut-on avoir le replay de votre live? Je viens seulement de me reconnecter. Lolu. Et écoute, Lolu, vu que ça m'a été demandé, c'est tout frais, mais oui, par exemple, mon live d'hier, je l'ai publié sur YouTube, parce que pas sur TikTok. Un TikTok ne permet de publier que des vidéos de 10 minutes. Mes lives durent en général 1 heure, et j'ai même fait jusqu'à 3 heures. Donc dorénavant, mes lives ils vont être publiés sur YouTube. Donc tu peux voir, par exemple, mon live d'hier soir sur YouTube, sur la chaîne Visit & Co. La minute du propriétaire, c'est le logo créé pour ça. Tu peux revoir mon live d'hier et le live d'aujourd'hui, tu pourras sûrement le revoir dans 2-3 jours, le temps que je l'upload. Quel YouTube? Donc le YouTube, le nom de mes agences immobilières, Visit & Co. Tu as des playlists et tu as une playlist qui doit s'appeler Live TikTok. C'est quoi le cash flow? Le cash flow, c'est une expression pour dire l'excédent, la cerise sur le gâteau, ce qui reste sur tes investissements locatifs une fois que tu as payé toutes tes charges. Certains parlent même de cash flow après imposition, d'autres avant imposition, mais en tout cas, c'est l'excédent, la cerise sur le gâteau. Bedeau, IDR ou appartement pour commencer. Si tu es dans une région où les prix de l'immobilier sont accessibles, IDR sans aucune hésitation. Déjà parce que IDR, immeuble de rapport, tu ne seras pas en copropriété, alors qu'un appartement, tu seras en copro. Alex qui nous dit petite bière, avec plaisir mon ami. Alex qui est un de mes amis, ça a aussi été un de mes agents. Il a bossé 2 ou 3 ans dans l'immobilier chez nous. Et c'est un super carrossier. Donc Alex, petite bière avec grand plaisir. Et merci pour la petite déco que tu m'as récupérée aujourd'hui. Alex m'a récupéré une petite déco pour mon garage. Pour ceux qui aiment les bagnoles, suivez mon 2e compte, les bolides de Patoche. Et Alex m'a trouvé une petite déco. Vous la retrouverez rapidement sur TikTok. Frangio, merci de dire merci, c'est cool. N'hésitez pas à mettre des petits des petits cœurs sur TikTok. Non pas que ça me fasse plaisir, c'est juste que ça donne du corps au live et TikTok le présente à plus de personnes. C'est tout simplement ça. Family, je suis d'où? Je suis de Caen, en Normandie, donc nord-ouest de la France. C'est une belle région et notamment une belle région en termes d'immobilier parce que on est à un endroit où les prix sont raisonnables. On peut pas dire qu'ils sont pas chers par rapport à d'autres secteurs français, mais où les prix sont raisonnables et qui donnent de belles perspectives d'investissement immobilier, notamment à long terme, parce que je suis persuadé, ça n'engage que moi, mais que ma région, la Normandie et la région voisine, la Bretagne, vont devenir dans 20 ou 30 ans l'Eldorado français par rapport au réchauffement climatique. Inès, non, je suis pas un fervent défenseur de l'achat de garages. J'en parle très souvent dans mes lives et dans certains TikTok. Les garages, pour moi, sont une multitude de contraintes. Il faut beaucoup de garages et donc beaucoup de locataires et donc beaucoup de bails et donc beaucoup d'état des lieux et donc beaucoup de quittances pour des revenus modestes. Donc, j'aime pas trop les garages. J'en ai quelques-uns.
À titre personnel, en nom propre, j'en ai 3 qui sont au pied d'un de mes immeubles de rapport, donc j'avais pas le choix. Et dans ma SCI hier, j'en ai 1. Donc j'ai 4 garages, mais je suis pas un grand fan des garages. Il faut vérifier l'assurance tous les ans de ton locataire. Il faut vérifier qu'il fait pas des trucs dangereux, genre de la mécanique, parce que quand tu as une PNO pour des garages, c'est pour de l'utilisation automobile, stockage, mais pas pour une activité mécanique ou dangereuse. Et t'es pas à l'abri d'un auto-entrepreneur qui te loue ton garage pour y faire de la mécanique ou y stocker des matières inflammables. Donc je me méfie beaucoup de la location des garages. Bonsoir, très intéressant tes conseils, et moi je te conseille de mettre ton logo en miroir. Alors je sais pas comment faire, tu parles de ça. J'ai 35 balais, je suis pas un grand pro de TikTok, j'ai commencé TikTok il y a 2 ou 3 mois, peut-être 4 ou 5 maintenant, ça passe. Mais oui, je crois que c'est pour qu'on le lise dans le bon sens, mais je sais pas le faire. Est-ce que c'est vraiment bien de faire un différé à la banque et louer ses apparts pour plus de cash flow? Oui, c'est une bonne idée, notamment si tu as le souhait. L'inconvénient du différé, c'est que tu rallonges la durée de ton prêt et que du coup, au début, tu ne rembourses pas ton prêt, ainsi de suite. L'avantage, notamment si tu as envie d'enchaîner les opérations, c'est que ça te permet de constituer ou de reconstituer un apport pour faire des prochaines opérations. Donc, je suis pour le différé, complètement. Alors moi, je travaille avec des banques CIC, Crédit Mutuel, qui ne font pas des différés supérieurs à 1 an. Je sais que certaines banques, Crédit Agricole, etc., font des différés de 24 mois. Ça peut être top, même si ça a l'inconvénient de vraiment rallonger la durée du prêt. Mais oui, je suis pour le différé. Benoît qui nous parle des anneaux d'Amar Bateau, c'est rarement disponible, mais le rapport est bon, peut-être. Alors, est-ce que tu en es réellement propriétaire? Moi, j'ai beaucoup de mal avec tous ceux qui rapportent de l'argent, mais dont tu n'es pas propriétaire. Par exemple, la sous-location. Certains le font, ça rapporte de l'argent, oui, mais ça n'est qu'une activité comme une autre. C'est un job comme un autre. Une fois que tu l'arrêtes, il n'y a pas de rente. L'immobilier physique est là. Tu peux le revendre, tu en es propriétaire. Je suis un vrai fan de l'immobilier physique. C'est aussi pour ça que je fais pas d'investissement dans les SCPI, etc. également. Qui dit non, j'ai jamais fait de travaux avec l'ANA. C'est trop complexe pour moi. Je suis quelqu'un qui aime aller vite. Et l'ANA, j'ai essayé de le faire pour mon papa il y a une dizaine d'années, lors d'un achat d'un immeuble de rapport. On a commencé à monter le dossier et là, l'ANA nous a rappelé qu'il ne faut commencer strictement aucun travaux avant d'avoir la réponse de l'ANA. Et quand j'ai demandé à la conseillère le délai moyen de réponse et de montage d'un dossier, elle m'a dit 6 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes un immeuble de rapport et que pendant 6 mois, tu fais rien parce que tu attends la réponse de l'ANA et que tu ne peux pas commencer les travaux avant leur réponse. Peut-être que d'autres ont eu des expériences meilleures que moi à ce sujet-là, mais du coup, non, moi je ne fais pas l'ANA. Et les boubouis qui nous dit que le crédit mutuel est obtenu 2 ans. Merci pour l'info. Moi, c'était 1 an maximum. Ça dépend peut-être des caisses. Deal, j'ai déclaré en nu, mais en cours d'année, c'est passé du nu en meublé, puis j'ai déclaré en meublé. Est-ce que tu as bien fait tu avais bien un locataire avec un bail de 3 ans, et tu as bien ensuite eu un locataire avec un bail d'1 an? Si c'est le cas, tu dois bel et bien changer ta fiscalité et faire 2 déclarations. Benoît, tu peux être propriétaire d'un anneau, propriétaire sur le long terme, parce que ça s'apparente un peu avec les gens qui ont des bungalows dans des campings, ils se disent propriétaires du terrain, mais des fois c'est des concessions de 15 ans, etc. Est-ce qu'un anneau dans un port, tu en es vraiment propriétaire ad vitam aeternam? Je suis curieux d'avoir l'information, si tu es sûr de toi. Oui, avis. Écoute, c'est un sujet que je connais pas. Pourtant, j'aime bien le bateau. J'ai le permis bateau, mais bon, à titre modeste, je loue un bateau 1 fois ou 2 par an. J'adore le bateau, mais j'ai pas cette information-là. Donc, je contredis pas, je n'acquiesce pas, parce que je ne connais pas. J'ai encore un quart d'heure à passer avec vous pour ce live. N'hésitez pas à me poser encore des questions immobilières, pourquoi pas un peu de droit de la famille, sur ceux auxquels je peux répondre. Des fois, dans les lives, on est parti sur des sujets intéressants, donation, succession. Je vous parle des fois de la donation partage en vous rappelant son importance, de ne pas faire de donation sèche à vos enfants, mais de faire une donation partage s'ils sont plusieurs pour figer la valeur des biens donnés, et notamment du cash, c'est très très important. KDF qui nous dit en nu, pour être rentable, il faut acheter des biens quasiment en ruine, c'est-à-dire des biens à moins 30% et plus. Alors, je vais pas me prononcer sur ton pourcentage, mais pour être rentable à cause de la fiscalité, oui, en location nue, il n'y a pas de débat, il faut faire d'importants travaux, des travaux conséquents. Parce que sinon, quand bien même tu seras rentable sur le papier,
la fiscalité avec les prélèvements sociaux à 17,2% et une TMI par exemple pour moi qui est à 30%, bah, ça veut dire qu'il y a 47,2% d'impôt sur les revenus nets, c'est très conséquent. Deal, ça suscite des frais en donation partage. Oui, bien sûr, le notaire va prendre des frais. L'autre fois, tiens, j'ai un client qui lui a posé la question. Le client devant moi a évoqué la donation. Le notaire a dit attention, faites pas une donation classique. Les gens, vous voulez donner à leurs petits-enfants 100 000 euros pour 3 petits-enfants. Parce que justement, le plafond de donation doit être de 33 ou 34 000 euros pour les petits-enfants. Et le notaire leur a dit oui, mais ne le faites surtout pas dans une donation classique. Faites-le par une donation partage pour figer la valeur des sommes données. Et dans ces cas-là, il leur a annoncé un tarif de 750 ou 800 euros pour encadrer une donation partage de 100 000 euros, pour vous donner une idée. On vient de signer ça, les calculs sont fous. Benoît, je ne sais pas de quoi tu me parles. Merci pour les petits likes. N'hésitez pas à en mettre encore une fois pour l'algorithme. Ça va, c'est pas exagéré, oui. Benoît qui nous parle de 300-400 euros pour une donation partage, peut-être. J'ai pas le barème précis. Je pense que ça fait partie du tarif réglementé. Plus de 90% des actes faits par les notaires sont par un tarif réglementé, c'est-à-dire que c'est le législateur, l'État qui fixe le tarif, et que vous alliez chez un notaire à Paris ou à Marseille, ce sera le même prix. Et environ 10% de leurs actes, sont libres. Le conseil, souvent ce qui concerne les actes pour les entreprises, et ainsi de suite. Mais par exemple, l'achat d'un bien immobilier, le montant des droits de mutation et donc des frais de notaire sera exactement le même à Paris ou à Marseille, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai... Merde, je vais appuyer sur une mauvaise case. Sarah qui nous demandait quel investissement pour 25 000 euros. Alors aucun, parce que selon ta région, tu peux peut-être par exemple acheter un garage, mais ne fais pas ça. Va plutôt voir une banque en indiquant que tu as 25 000 euros de cash, que tu veux avoir un effet de levier, que tu veux faire un emprunt, et avec 25 000 euros, tu pourras sûrement lever 200 000 euros d'emprunt. Donc tu pourras acheter, selon ta région, un, voire plusieurs appartements, une maison, un petit immeuble, il y a plein de possibilités. 20 ans, 43 000 euros de côté, bravo, c'est pas donné à tout le monde. Que me conseillez-vous pour commencer dans l'immobilier ? Comme je le dis souvent, de te lancer, premier investissement locatif, de bénéficier à fond de l'effet de levier en allant lever des fonds à la banque grâce à ton apport qui est conséquent, qui est un bel apport, bravo. Et après, quoi faire ? Ça dépend. Si tu aimes la location meublée, si ça te parle, fais ça. Ça permet d'avoir une fiscalité douce, même si ça a certaines contraintes. Ou si tu aimes les trucs assez simples à gérer, location nue, mais pense à faire des travaux pour adoucir la fiscalité. Végéta, bonjour, j'ai 40 000 euros en espèces, je peux faire quoi avec ? Végéta, je te déconseillerais de le crier trop sur tous les toits parce qu'on va te demander d'où vient cette somme. Et en tout cas, tu pourras pas l'investir en immobilier parce qu'on va te demander la provenance des fonds. Les notaires ne prennent pas de virement d'espèces au-delà de 300 euros, patati patata. Donc le fait d'avoir de l'espèce en immobilier ne va pas te servir à grand-chose. Et ça va plutôt éveiller certains soupçons. Donc sois prudent avec ça. Parce que le notaire, même quand l'argent est officiel, qui vient par un virement, vous demandera la provenance des fonds, etc. Et nous, agents immobiliers et notaires également, on a une obligation de dénonciation. C'est le dispositif Tracfin. Moi, agent immobilier, j'ai la responsabilité, j'ai une inscription à cet organisme-là et je dois dénoncer, c'est moche, mais c'est comme ça, c'est une obligation qui m'incombe, je dois dénoncer toute opération suspecte. Donc par exemple, un prix d'achat trop bas, un prix d'achat trop haut, ce qui pourrait être une façon de blanchir de l'argent, une provenance des fonds douteuse, je suis obligé de le déclarer à Tracfin. N'hésitez pas à faire des petites recherches sur Internet, vous verrez. Merci, je travaille l'acharnement, donc c'est beau, hein, si tu es un bosseur, je te félicite de gagner de l'argent. Par contre, si tu gagnes de l'argent en espèces, ça veut peut-être dire qu'il est gagné sans être déclaré, ça c'est moins bien. Moi, je pense qu'on devrait tous jouer dans la même cour et qu'on peut se plaindre d'une mauvaise dépense par l'État de l'argent, ça c'est clair, c'est un débat. Et je pense que si tout le monde déclarait ce qu'il a déclaré, on paierait tous un petit peu moins. Donc moi, je ne triche pas, je paye ce que j'ai à payer. Et j'aimerais bien que tout le monde fasse pareil, mais bon, ça serait dans le meilleur des mondes. Et je suis convaincu qu'on payerait tous un petit peu moins. En tout cas, l'espèce ne t'aidera pas dans l'immobilier. On va clôturer le débat de l'espèce là-dessus. Bédo, est-ce que 40 ans c'est tard pour commencer ? C'est jamais trop tard. L'immobilier locatif se fait rarement sur plus de 20 ans au niveau des prêts.
Les banques prêtent en général jusqu'à 65 voire 70 ans maximum. C'est pas tard pour commencer. Vaut mieux commencer à 40 ans que ne pas commencer du tout. Mais en tout cas, ça commence à te presser. Oui, il faut que tu commences. Plus on commence jeune dans l'immobilier, c'est l'effet de levier, mieux c'est. Le roi du fisc, on tapote pour Patoche, merci pour ton contenu. Oui, ça fait plaisir, donc n'hésite pas à tapoter toi-même, à mettre des likes, du coup ça doit être ça. Et les autres également, ça aide TikTok à proposer le live à plus de personnes. Et j'ai encore 10-15 minutes maximum avec vous. Benoît qui dit après c'est compliqué de s'arrêter. De quoi tu parles, Benoît? Tu parles de quoi? De l'investissement locatif? Tu parles peut-être du Pinel parce que tu en as fait? Incognitus, bonjour, est-ce que tu parles de l'immobilier neuf? Je peux en parler avec plaisir. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, notamment avec la loi Pinel, loi de défiscalisation. C'est une grosse partie des ventes dans le neuf. Si c'est pour acheter une résidence principale, c'est différent. Je suis pas un grand fervent défenseur du neuf. Et j'aime pas la quenelle que met le gouvernement aux Français en leur faisant surpayer le neuf à cause du cadeau qui est fait aux bailleurs sociaux lors de l'achat des appartements dans le neuf. On peut un peu parler de ça si ça vous intéresse. C'est assez méconnu du grand public. Mais vous payez trop cher vos biens immobiliers neufs parce que l'État force par la loi les promoteurs à vendre des biens immobiliers pas chers aux bailleurs sociaux. Ah, on a Grognas qui vient d'arriver, sacré pseudo, ça donne envie. Est-ce qu'on peut revendre sa maison si on n'a pas fini de payer le crédit? Oui, bien évidemment. Par contre, si tu avais, lors de ton emprunt, souscrit une hypothèque, si ta banque avait imposé une hypothèque, donc il y a une garantie réelle, tu seras obligé de lever l'hypothèque et donc de vendre le bien plus cher que tu dois encore à la banque pour rembourser l'hypothèque. Mais tu peux bien évidemment revendre ton bien, ta maison, avant d'avoir fini le crédit. Tu devras lever la garantie s'il y en a une et tu devras sûrement t'acquitter d'une pénalité de 3% ou 6 mois d'intérêt maximum lié aux IRA, indemnités de remboursement anticipé. Ça, c'est un putain de conseil. On m'a pas demandé de conseil aujourd'hui sur les emprunts. Souvent, vous vous focalisez sur la négociation du taux, et ben moi, je me focalise sur la négociation de l'absence d'IRA. Lors de mes prêts, surtout en SCI, parce qu'en SCI, l'IRA n'est pas plafonné. En particulier en nom propre, c'est plafonné à 3%, c'est encadré par la loi. Pour les professionnels, on part du principe que vous êtes des grands garçons et on ne plafonne pas l'IRA. Inès, aucune idée. Je suis pas sûr de ma réponse, donc je ne te répondrai pas, j'en ai aucune idée. Je vois que les maisons construites avant 2000 vont devenir obsolètes. Bah écoute, dis-moi pourquoi. Je suis pas du tout d'accord. Une maison construite en 95, même si elle n'a pas eu de travaux, a un DPE tout à fait correct, genre D ou E, elle peut même avoir un très bon DPE s'il y a eu des travaux d'entretien ou de rénovation. Moi j'ai une maison, alors dont l'extension est 2014, mais dont la maison d'origine est des années 90. Je vois pas en quoi ma maison est obsolète. Avant 2000 exclu du marché locatif, non, c'est faux. Les seules choses qui excluent un bien immobilier du marché locatif, c'est les critères de décence. Et ça n'a rien à voir avec l'année de construction du bien, parce que rien ne t'empêche de faire des travaux. Moi, j'ai des logements anciens qui sont classés C, parce que je les ai rénovés. Désolé Incognitus, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, du coup, du moins, tu fais un raccourci. Je pense voir où tu veux en venir, mais tu fais un raccourci. Il est toujours bon d'être précis sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui peuvent nous écouter et prendre pour argent comptant ce qu'ils se disent. Inès, est-ce qu'à mon sens, pour une résidence principale, il vaut mieux acheter ou faire construire? Là, c'est vraiment un avis purement personnel et rien d'objectif. Moi, j'aime bien l'existant, quitte à y faire des travaux. Je suis moins fan de la construction. Mais à la construction, on arrive à avoir un coût de revient qui est souvent proche à l'ancien pour un bien qui est meilleur d'un point de vue performance énergétique. Donc, les deux. Incognitus qui enchaîne, classe E, F et G interdite à la location vers 2034. Tu as tout à fait raison, mais ça n'a rien à voir avec l'année de construction de ton bien. Tu peux avoir un bien construit en 1950 et qui est classé B s'il a subi d'importants travaux. Merci pour tes lives très instructifs, avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner à mon compte. N'hésite pas, si tu aimes les bagnoles, rien à voir, à t'abonner à mon deuxième compte, qui est les bolides de Patoche. Et si tu veux te lancer, avoir des conseils fiscaux notamment, tu peux réserver un créneau téléphonique de 30 minutes avec moi. Le lien est dans ma bio sur TikTok, pour m'avoir au téléphone en tête-à-tête, pour échanger de façon personnalisée sur ta situation.
Jérôme qui aimerait léguer sa maison à sa fille quand il aura fini de payer le crédit, c'est possible. Oui, bien sûr, tu peux même déjà la léguer d'ailleurs maintenant. Mon conseil, c'est de garder l'usufruit de ton vivant, de façon à ce que si tu venais à te brouiller avec ta fille, ce qui paraît peu probable, mais malheureusement, ça arrive pour plein de raisons. C'est pas à souhaiter, mais ça arrive. Le fait de conserver l'usufruit, de donner uniquement la nue propriété, te protégera. FA qui dit que c'est très intéressant, merci. Merci à toi pour ce petit message d'encouragement. N'hésitez pas à mettre des likes. On arrive à 1 heure de live, je m'étais dit 1 heure pile poil, je peux encore continuer quelques minutes. Benjamin qui dit « Salut, j'apprécie beaucoup ton contenu et je pense faire appel à toi prochainement pour un call. » Ben écoute, hésite pas, avec grand plaisir. Et merci pour la félicitation. Je ne parle que de ce que je connais, je m'abstiens. Je pense qu'il y a trop de personnes sur les réseaux sociaux qui émettent des avis ou des commentaires ou des informations sur des choses qu'ils maîtrisent qu'à 50%. Et pour moi, c'est catastrophique parce que certains peuvent prendre ça pour argent comptant et ensuite se lancer. Donc moi, je ne parle que de choses que je maîtrise à la perfection. C'est pas une question d'être fier ou pas modeste, ça n'a rien à voir. Mais si je ne connais pas, l'achat à l'étranger, je ne connais pas, j'en parle pas. Les holdings, c'est trop compliqué pour en parler dans un live, je n'en parle pas, etc. Je ne parle que sur des choses que je maîtrise. Et quand je fais une erreur, j'ai fait une petite erreur hier sur MaPrimeRénov' parce que je parlais de ce que j'ai vécu en 2022 et un auditeur m'a fait part d'un changement au 1er février 2023. J'ai vérifié, j'ai potassé, j'ai imprimé ça aujourd'hui et du coup je corrige mes dires. L'erreur était modeste, mais elle était là, donc je la reconnais et je la corrige. Pour faire simple, en 2022, il y a des choses auxquelles on avait le droit en tant que bailleur, même si on avait des importants revenus, et donc on était catégorie rose. Depuis le 1er février 2023, c'est plus le cas. Non, 2 bilans, c'est pas forcément trop short, ça dépend de ta banque. Il y a des banques, effectivement, on dit souvent que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, même auto-entrepreneur, peu importe, il faut 3 bilans avant d'aller voir une banque pour acheter un bien immobilier personnel ou locatif. Ça, c'est une règle dans l'inconscient collectif, mais qui est fausse, même si certaines banques assez rigides vont avoir cette règle-là, plein d'autres vont vous financer même au bout d'1 an d'activité, etc. Amy qui dit « Tu donnes confiance et tes lives sont top. Merci, ça fait plaisir. J'ai rien à y gagner. Les lives sont 100% gratuits. Je vous vends rien derrière. » Donc, ça essaie d'être objectif. Benoît, j'ai quel âge? Allez, quel âge tu me donnes? On me vieillit tout le temps. Allez, quel âge tu me donnes? Nina, mes lives sont sur quelle fréquence? Tu vois, j'en ai fait un hier soir. J'en ai pas fait depuis la semaine dernière. J'en ai fait un hier soir et je devais faire le prochain vendredi. Et finalement, j'en fais un ce soir parce que j'avais 1 heure à tuer. Donc, je m'engage à rien là-dessus. C'est gratuit, donc ce serait idiot de ma part de m'engager et d'avoir après des reproches. Mais dans les faits, j'en fais souvent 2 fois par semaine. Jérôme qui dit 30. T'essaies de me flatter. FA qui dit 35. C'est la bonne réponse. Je viens de prendre 35. Et Benoît qui, comme souvent, me vieillit. On me vieillit moi et on rajeunit ma femme qui, elle, a 40 ans. Donc, moi, j'ai 35 ans, Benoît. Et oui, Amy, est-ce qu'on est maman solo? On peut, oui, je te souhaite du courage et c'est très bien de vouloir le faire, il n'y a rien qui t'en empêche. Benoît qui dit oups, je m'en fous royalement, j'ai aucun souci avec ça, c'était pour jouer 3 secondes. Penses-tu qu'une maison des années 60 d'origine est sauvable à juste prix, travaux? Oui, c'est lié à son prix d'achat. Si elle est vraiment d'origine, elle va nécessiter d'importants travaux. Tu vas être au moins sur 5 à 600 euros du mètre carré de rénovation, voire même 1000-1200 selon la région, selon ce que tu vas y faire. Donc tout est question de prix d'achat. Quelqu'un qui nous demande qu'il a c'est 40 000 ou 400 000? 400 000 euros d'apport, waouh, c'est énorme. C'est énorme, 400 000 euros d'apport. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est énorme. Comment faire? Ne pas payer cash, ça serait idiot, parce que du coup, ça va générer derrière une importante fiscalité. Je te conseillerais d'acheter, de diversifier tes placements, faire du nu, faire du meublé, constituer une SCI à l'IS et de lever avec 400 000 euros, tu peux lever au moins 1 million ou 2 d'emprunts pour faire tout un tas de choses. Bédo, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de conneries, mais il y a aussi du bon, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'aurais moi perso du mal à mettre 2000 balles dans une formation, mais bon, ça c'est mon avis à moi. On a French Saucisson, c'est un pseudo marrant. Un conseil pour quelqu'un de 18 ans. Alors, tu me demandes pas sur quoi, je te dirais de profiter de la vie. Ça fait vieux con, j'ai 35, mais ça passe vite et tes plus belles années sont juste devant toi. Après, immobilièrement parlant, c'est jeune. Mais moi, j'ai bien acheté ma première résidence principale. C'était un petit prix, c'était une maison défoncée.
dans lequel il n'y avait même pas de salle de bain, et j'ai acheté 65 000 euros à mes 20 ans. Enfin, 66 500 pour être précis. Donc, un conseil, commencez. Bedeau, oui, je l'ai déjà lu. Je suis pas un grand lecteur, j'ai la franchise de le dire, je lis plutôt des articles, je lis plutôt des bouquins professionnels, techniques, édition Francis Levesque, ce genre de choses liées à ma profession. Je lis assez peu de bouquins sur comment on dit ça, mentorat, etc. Mais oui, Père riche, Père pauvre, je l'ai lu parce qu'on me l'a envoyé en PDF, donc je l'ai en PDF d'ailleurs. Donc je l'ai lu sur mon iPad et c'est un bon bouquin. Oui, c'est un bon bouquin. Si on a envie de se motiver, c'est un bon bouquin. Et Philippas qui nous dit merci pour la qualité de tes lives, à bientôt lors d'un call perso avec grand plaisir. N'hésite pas à le réserver rapidement, j'ai souscrit à un logiciel gratuit pendant 1 mois pour faire ces lives et après il deviendra payant, donc je suis pas sûr de le continuer. Donc les lives là, enfin les calls perso, ils sont disponibles 1 semaine ou 2 grand max. Je mets pas du tout la pression, je m'en fous royalement, je vis absolument pas de ça, heureusement, mais je te passe l'info, parce qu'après il faut vraiment que ça me plaise et que ça marche du feu de Dieu pour que je commence à payer un logiciel pour pouvoir continuer à faire ça. Pour l'instant, c'est gratuit, donc j'ai pas d'attente particulière. Benoît qui nous parle d'un achat à 300 000 et qu'il a revendu 90 000. Alors, soit t'en as enlevé un zéro, dans les deux cas, c'est surprenant. Acheter 300 000, revendu 90 000. Ah, Benoît, ok, ça marche. Excuse-moi. T'étais en francs. Ok. Acheter 300 000 francs, ça fait 46 000 euros, grosso modo. 45 700 euros. J'aime bien faire la conversion, on doit être à peu près là-dessus. Et vendu 90 000 euros, donc ça fait un x2. Je sais pas en combien d'années. Bravo. Si c'était ta RP, exonéré d'impôts. Si c'était pas ta RP, soumis à imposition des plus-values immobilières. Mais dans tous les cas, bravo pour cette belle culbute. Amy, je pense t'appeler aussi, n'hésite pas. Faut réserver ton créneau, évidemment, mais n'hésite pas. J'en ouvre pas beaucoup parce que j'ai une vraie activité à côté. C'est un test. Voir si ça me plaît d'échanger avec les gens, etc. Si ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, j'arrêterai. Si ça marche et que ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît mais que ça marche pas, j'arrêterai. Ainsi de suite, on verra bien. Ah, Incognitus qui nous parle d'un problème avec un maire. Oui, en effet, les communes sont de plus en plus dotées d'un PLU, mais effectivement, aussi bizarre que ça puisse paraître, le maire est seul signataire d'un permis de construire et donc peut aller contre le PLU. Par contre, le préfet est quand même au-dessus, et c'est pour ça qu'on parle du recours administratif de 3 mois suite à la délivrance d'un permis de construire. Le préfet est le seul qui peut aller contre le maire et lui dire « Ok Coco, t'as délivré un permis de construire, mais moi je l'annule pendant 3 mois. » C'est le recours administratif pour le préfet. Benoît qui dit qu'il va me suivre avec grand plaisir. Si t'aimes l'immobilier, t'es au bon endroit. Si t'aimes les bagnoles, j'ai un deuxième compte qui s'appelle les bolides de Patoche. Tu peux le suivre. Ah Pierre, j'ai pas vu la question, mais c'est bien de rappeler que les activités commerciales ne sont pas des prêts classiques. C'est très bien de le rappeler. Et même un achat immobilier sous une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, n'est pas un prêt classique. Benoît qui nous parle d'une Mustang. Non, j'ai pas de Mustang. Je suis pas du tout américaine. Je suis anglaise-italienne. J'ai 4 voitures aujourd'hui, mais pas de Mustang. J'en ai jamais eu et c'est pas ce qui m'attire. Je dis pas que c'est pas bien, loin de là, mais c'est pas ce qui m'attire moi. Moi, je rêve plutôt d'italienne et d'allemande. Et même d'anglaise, parce que j'ai une anglaise, j'ai une MGB, une voiture de collection. Incognitus, ok, tu nous parles d'un cas rare, mais qui est toujours bon à entendre. Alors, il est très 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 rare qu'un permis délivré par le maire, parce que c'est lui qui est signataire, soit cassé ensuite. Amy qui dit qu'elle travaille aux horaires que je propose pour l'instant. Alors j'ai proposé 1 ou 2 créneaux pendant le pont. Guy qui nous pose une question particulière. Guy, ça me fait penser au film Gay. Est-ce qu'on peut transformer un bail nu en bail meublé avec le même locataire? Sur le principe, oui, mais évidemment sous réserve que le locataire soit d'accord. Tu peux en aucun cas lui imposer, et sous réserve que tu te pointes un jour avec les meubles, parce que pour qu'un bail soit meublé réellement, il faut que tu respectes une liste exhaustive. Il faut que tu mettes de la vaisselle, des meubles, des rideaux aux fenêtres dans la chambre à coucher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, Amy, tu avais vraiment envie de faire le call avec moi. Écoute, j'essaierai de remettre des créneaux semaine prochaine. Pour rappel, mon logiciel gratuit s'arrête, je crois, fin de semaine prochaine.
Donc j'essaie de rouvrir des créneaux, ça fait plaisir que tu aies envie de passer 30 minutes avec moi. J'espère que c'est pour parler d'immobilier, parce que sinon je ne te serais pas très utile. Mais si c'est pour parler d'immobilier, de fiscalité, sur les revenus fonciers, des obligations de la location meublée avec le SIRET, la CFE, etc., je suis ton homme. Benoît qui nous dit mort de rire, alors je sais pas de quoi tu parles. J'ai peut-être pas vu un message passer. Ah, Amy, qui veut se lancer et pas faire de bêtises. Bah écoute, si je suis à distance, je pourrais te donner que des conseils théoriques, mais oui, peut-être éviter certaines erreurs que j'ai faites. Le premier immeuble, par exemple, que j'ai acheté, même si je regrette pas, j'ai fait une belle plus-value avec, je l'ai acheté avec des compteurs électriques non indépendants, et ça a été une belle galère pour certaines raisons. Donc oui, je peux peut-être éviter des erreurs que j'ai fait moi-même. Parce qu'effectivement, en 8 ans, au max, j'ai eu 32 ou 33 biens en même temps, donc j'ai une petite expérience perso à partager. Ah, le fait que tu précises que je suis ton homme, mais pour l'immobilier, Benoît. Oui, pour l'immobilier. Bon, sinon, on peut parler de tout un tas de choses, mais bon. En 30 minutes, ça passe très vite. Je pense qu'en 30 minutes, il faut aller à l'essentiel. Oui, en théorie, mais si le locataire est OK pour juste changer le bail avec un inventaire de meubles, bah, ça sous-entend que attention, un inventaire de meubles, c'est-à-dire que tu mets des meubles. Ça sous-entend soit que tu les apportes, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, un jour tu débarques avec un gros camion et sous une journée tu meubles l'appartement, soit ça veut dire qu'il était déjà meublé et que tu avais un bail de location nu. Ce serait quand même assez étonnant ta situation. SMK qui dit salut, hello, pour ceux qui arrivent sur le live, c'est bientôt la fin. Je vais bien rester encore 5 ou 10 minutes, mais c'est bientôt la fin. Mais vous pourrez le retrouver pour ceux que ça intéresse. Je fais pas de pub, mais vous pourrez le retrouver sur YouTube parce que depuis hier, je rediffuse mes lives sur YouTube parce que TikTok ne permet que de diffuser des vidéos de 10 minutes. Donc je rediffuse mes lives et je le referai dans l'avenir, notamment le live ce soir, sur YouTube. Sur la chaîne La Minute du Propriétaire, Visite & Co. Family, la Rolls, ça t'intéresse? Tu parles de quoi, la Rolls, la voiture? Non, c'est pas le genre de voiture qui m'intéresse. C'est pas le genre de voiture qui m'intéresse. Est-ce qu'on a encore une ou deux dernières questions IMO? Si c'est le cas, je reste encore avec plaisir et puis après je vous salue. Si c'est pas le cas, bah je m'arrête là. Je me trouve où? Je me trouve en Normandie, à côté de Caen. Enfin, à Caen pour être précis. Juste le bail change pour payer moins d'impôts, risque de contrôle fiscal. Alors Guigui, tu me poses des questions sur lesquelles je vais jamais conseiller quelque chose de risqué. Tu me poses une question d'entourloupe, de savoir est-ce qu'on peut traficoter, est-ce qu'on peut maquiller, et donc non, je suis jamais dans ces conseils-là. Je vous conseille toujours d'être respectueux de la réglementation, respectueux de la fiscalité, parce que c'est trop facile de vous donner un conseil de gruge, et d'après, c'est vous qui allez subir le contrôle fiscal. Moi, un contrôle fiscal, j'en ai déjà eu un, ça s'est très bien passé. Je faisais pas de locatif à l'époque, j'étais auto-entrepreneur dans l'immobilier, et j'ai eu un petit contrôle fiscal, et je pense qu'on serre grave les fesses si on gruge. Donc non, ne grugez pas. Inès, bah écoute, sauf erreur de ma part, en location meublée, ça t'évite la majoration du résultat, sauf erreur de ma part, de 25%. Donc oui, alors en location nue, ça n'a aucun intérêt, ni fiscal, ni de nécessité, mais en location meublée, je crois que c'est le cas. Benoît, j'en ai eu un contrôle fiscal, ça m'a coûté une ramette de papier. Oui, parce qu'il demande beaucoup de justificatifs. Donc si ça t'a coûté qu'une ramette de papier, c'est que t'es un bon élève et que tu grugeais pas et que ça s'est bien soldé. Une ramette de papier, ça va pour un contrôle fiscal. Mais oui, il demande tout un putain de tas de documents. Mais il y a plein de trucs qui s'est mal fait sur les impôts. Vous voyez, j'ai fait ma déclaration de revenus fonciers lundi, et comme tous les ans, par immeuble, sur la partie travaux, vous n'avez que 6 cases. C'est-à-dire que si vous avez fait plus de 6 travaux, 6 factures à déclarer sur un immeuble au titre de la déclaration de revenus fonciers, bah, vous pouvez pas le faire sur Internet. C'est quand même un truc de fou. C'est mal fait. Tous les ans, à la fin, je leur mets une note en disant, bah, je suis un bon élève, hein, je vous mentionne un montant de travaux plus important que les 6 cases, mais c'est parce que vous mettez pas assez de cases. Tous les ans, il se passe rien. J'ai jamais eu de contrôle fiscal à ce niveau-là. Mais il y a plein d'améliorations à faire au niveau du fisc et notamment sur le site de la déclaration d'impôt. Ah non, pas du tout, Inès, tu confonds tout. Centre de gestion agréé, c'est pour vérifier ta comptabilité. Par contre, tu peux avoir un gestionnaire locatif. Mais soit tu confonds tout, soit tu n'utilises pas les bons termes.
Centre de gestion, c'est pour éviter une majoration dans la comptabilité, c'est quelque chose qui supervise le travail de ton comptable. Centre de gestion agréé, CGA. Et toi, tu parles peut-être d'un gestionnaire locatif, ça n'a rien à voir, c'est une agence immobilière, un huissier de justice, il y en a certains qui font de la gestion, un notaire qui va se charger de la gestion quotidienne de ton bien et t'enlever 90% des épines du pied, en effet. Alors oui, tu parles bien d'un gestionnaire locatif, oui, ça enlève 90% des épines du pied. Benoît, est-ce que je pense que ça vaut le coup de passer par un comptable pour 5 locations? Si tu fais de la location nue, en mon sens, c'est inutile. Tu peux t'en sortir comme un grand. Mon e-book peut d'ailleurs t'aider. Si tu fais par contre de la location meublée au réel, c'est indispensable de passer par un comptable parce qu'il faut calculer l'amortissement, etc. Et sur une SCI à l'IS, c'est pareil, c'est indispensable. Donc, est-ce que c'est vraiment utile, Inès? Bah oui, je suis moi-même gestionnaire locatif, je gère 150 biens qui sont pas les miens. Donc oui, je prêche pour ma paroisse, bien sûr que c'est utile. Incognitus, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la vidéo qui m'a fait connaître sur TikTok, qui a fait plus de 400 000 vues. J'avais fait X tutos en live devant mon PC, etc. sur cette obligation de déclaration de l'intégralité de tes biens immobiliers détenus depuis le 1er janvier 2023 à faire avant le 30 juin, sinon l'amende pourrait être de 150 € par lot non déclaré. Donc oui, Incognitus, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait des tutos sur TikTok et sur YouTube à ce sujet-là. C'est mes vidéos qui ont le mieux marché. Même sur YouTube, j'ai plus de 100 000 vues sur cette vidéo-là en 2 mois. Ah, Nicolas Pagny, c'est un de mes agents. Visit & Co, c'est un de mes collaborateurs, un de mes agents commerciaux, qui a envoyé un petit cœur, c'est-à-dire il vient de se connecter au live. Il doit avoir fini ses visites. Jean-Luc, qu'est-ce que je pense de ce marché baissier? Bah écoute, j'en pense pas grand-chose. Ça peut être porteur d'opportunités, notamment pour de l'investissement locatif, notamment avec les passoires thermiques, et ainsi de suite. Incognitus qui rappelle que c'est en Suisse des déclarations déjà effectuées pour les revenus fonciers. Oui, tout à fait, parce que même si en ce moment les deux se confondent, mais moi et mes clients, on a déclaré nos biens immobiliers en février-mars, dès lors qu'on a eu l'information de la sortie. Benoît qui dit 35 ans et tout ça, chapeau, merci, c'est gentil. Je suis effectivement assez fonceur dans la vie. J'ai fait mes premiers investissements locatifs tout seul comme un grand. À l'époque, j'étais en couple avec la mère de ma fille. J'ai signé le compromis sans même lui dire. Je l'ai caché à mes parents pour ne pas pour pas écouter tout le négatif qu'il peut y avoir, des gens qui veulent vous protéger, c'est normal. Votre famille a un rôle protecteur, votre conjoint a souvent un rôle de s'inquiéter, certains de vous pousser, ça dépend des tempéraments, mais moi c'était de s'inquiéter, donc j'ai souvent caché les choses aux autres. Et même à ma femme actuelle, mon associé, souvent je lui présente les projets quand ils sont presque signés. Bon, avant qu'ils soient signés parce que j'ai besoin de sa signature, mais bref, je suis un petit cachotier, c'est un côté fonceur, mais qui pour l'instant, je touche du bois, pour l'instant réussit. Ça, après, chacun son tempérament. Benoît, pas trop de jalousie dans la famille? Non, dans la mienne, pas du tout. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais on est une famille d'immigrés. Mes parents sont pas français. Enfin, ils le sont devenus d'ailleurs, il y a pas longtemps. Mais du coup, on a une force au mérite. Donc, non, pas de jalousie à ce niveau-là, pas du tout. Salut, revendre une résidence secondaire au bout de 6 mois sans faire aucune plus-value, ça craint. Bah, c'est dommage, parce que l'immobilier, souvent, est là pour gagner de l'argent. Après, on gagne pas toujours de l'argent avec l'immobilier, notamment quand on a détenu le bien peu de temps et qu'on n'a pas fait de travaux. C'est pas une machine magique, l'immobilier. Souvent, la plus-value vient grâce au temps, l'amélioration du marché, vient grâce à l'amélioration de l'environnement, ça se construit autour, un nouvel axe routier, etc., ou vient par le fait d'avoir réalisé des travaux et donc d'avoir valorisé le bien. Ça vient rarement tout seul. Ou alors c'est que tu as fait un bon achat à la revente, mais souvent les gens qui pensent avoir fait un bon achat, une bonne affaire lors de l'achat, mais souvent on peut pas savoir si on a fait une bonne affaire à l'achat avant de revendre. Souvent je rencontre des gens qui disent « Ouais, j'ai fait une super affaire à l'achat », j'ai dit « Ça, tu le sauras quand tu revendras, si c'était une bonne affaire ». Je vois que Julien a partagé la vidéo live, je sais même pas comment on fait ça. Jérémy, non, il n'y a aucune règle qui t'interdit. Tu peux être en moins-value sur la revente d'un bien immobilier, que ce soit ta résidence principale ou ta résidence secondaire. Ça arrive malheureusement, fréquemment.
et ça va arriver de plus en plus en ce moment pour des gens qui ont acheté ces 2-3 dernières années. Donc il n'y a aucun problème fiscal à ça. Par contre, il n'y a aucun avantage. Tu peux pas, comme en bourse, noyer les moins-values avec les plus-values. En bourse, tu peux faire ça, mais pas en immobilier. Tu peux pas dire, oh, je suis en moins-value sur un bien, mais en plus-value sur l'autre, donc je vais noyer tout ça. Ça, c'est pas possible, sauf en SCI à l'IS, parce que ça se confond à la fin dans ton bilan comptable. Benoît, pour revendre un bien locatif, je veux payer de la plus-value, mais c'est pour le calcul, je ne suis pas sûr. Donc oui, tu vas payer de la plus-value s'il y a un gain. Tu vas payer 36,2% d'impôt sur le gain pendant les 5 premières années. À partir de 5 ans, il y a un abattement, donc on rentre dans des calculs qui sont plus compliqués. Mais le taux d'imposition, c'est 36,2% du gain, et c'est plein pot les 5 premières années. Benoît, de retrouver toutes les factures d'achat, raccordement électrique, voirie, etc. Oui, parce qu'en plus, toutes les factures, tous les travaux ne sont pas déductibles. Tout comme tous les travaux ne sont pas déductibles au titre des revenus fonciers, tous les travaux ne sont pas déductibles au titre de l'imposition des plus-values immobilières. Par exemple, une vraie différence de fond, c'est qu'au revenu foncier, tu as le droit de déclarer les factures d'achat de matériel, sous réserve qui concernaient des travaux déductibles. C'est faux à la plus-value immobilière. Tu ne peux déduire uniquement des travaux réalisés par des entreprises. Et déjà, ça change la donne. Allez, je commence à fatiguer un peu du live, c'est la fin de journée. J'ai commencé tôt ce matin. Encore quelques minutes si vous voulez. Nomatea qui nous dit bonjour, lors d'une séparation, la plus-value est imposable. Incognitus, les futurs diagnostics pour vendre, mais surtout coûteux, non. Oui, l'audit énergétique par exemple est coûteux. On est à ses prémices, audit énergétique obligatoire depuis le 1er avril 2023, uniquement pour les biens hors copropriété, les immeubles de rapport, les maisons, voilà. Et c'est coûteux. C'est minimum 300-400 €, voire des fois 5, 600, 700, 800. Après, c'est déductible de l'imposition à la plus-value immobilière, par exemple. C'est déductible des revenus fonciers pour ceux qui font de la location, et ainsi de suite. Souvent, il faut penser à l'intérêt fiscal d'une charge. Quand vous allez payer des travaux, ok, fait chier, je paye des travaux, et notamment de la main-d'œuvre, plutôt que si je le faisais moi-même. Oui, mais c'est un intérêt fiscal. Je paye des frais d'état daté parce que je vends. Oui, mais c'est un intérêt fiscal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, Al Frinchino, si je prononce bien, qui nous dit qu'il a une petite question. N'hésite pas, ça sera peut-être la dernière. N'hésite pas à la poser, je l'attends avec impatience, en espérant que c'est une question immobilière. Ah, et alors Ludo, ah non, c'est pas cette question-là. Ludo, tu verras si tu t'abonnes à mon compte que je ne parle jamais de l'immobilier à l'étranger parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas et je pense qu'il est très dangereux de donner des conseils sur des choses qu'on maîtrise moyennement. Je suis propriétaire d'un bien à l'étranger, je suis nu propriétaire d'un bien à l'étranger avec mon frère, mes parents en ont l'usufruit au Portugal si vous êtes curieux, mais c'est une expérience qui est beaucoup trop modeste pour me trouver légitime pour conseiller sur des détentions à l'étranger. J'attends ta question, Alvrinchino, si je le prononce bien, qui sera, je me répète souvent, la dernière. On fait des plus-values, mais il faut retirer l'inflation. Alors ça, c'est fictif. Si tu as un raisonnement cartésien, comptable, je comprends ton point de vue, mais on se fout de l'inflation au niveau calcul d'imposition, plus-value, etc., etc., etc. Donc, et tu sais, si on devait retirer aussi l'inflation sur les salaires qui augmentent pour certains moins vite que l'inflation, on se ferait mal aux cheveux également. Alors, j'ai un salaire de 1800 et je paye un loyer de 540 € par mois. Du coup, je veux faire un prêt IMO. Alors, c'est quoi la question? J'ai la data, mais j'ai pas la question. Si c'est pour une RP, c'est possible parce qu'on va enlever ta ligne de loyer pour la remplacer par celle d'un emprunt. Si c'est un investissement locatif, ça va être un peu compliqué au vu de tes revenus parce que tu as toujours la ligne loyer qui sera là. Ludo Ben, quel livre je conseille sur l'investissement locatif? Je suis pas très livre qui vont te conseiller sur l'aspect psychologique, mais plutôt sur l'aspect factuel. Pour comprendre la fiscalité, je peux te conseiller ce petit bouquin-là. J'achète tous les ans pour mettre à jour mes compétences, notamment sur les jurisprudences. Impôt 2023, guide de la déclaration de revenus. Tu as un volet sur l'imposition des revenus fonciers, location nue, l'imposition des revenus, des recettes issues de la location meublée, BIC, BIC. Donc j'aime bien ce bouquin-là. Ce game, je suis pas marabout, donc je peux pas être affirmatif, je ne pense pas, mais dans je ne pense pas, il y a le verbe penser, donc j'en sais rien. Quelqu'un qui te dirait oui serait un malade, parce que qu'est-ce qui le prouve? À part lire dans une boule de cristal.
par le passé, on peut se dire qu'il y a eu des grosses crises mondiales immobilières, bancaires, sur la santé, etc., qui n'ont pas fait bouger l'immobilier de 20%. Mais ça n'est qu'un avis. Alors, The Game qui dit, je reformule ma question, donc j'ai peut-être pas vu ta question. Bah oui, impossible de savoir. Heureusement, quelqu'un qui va vous dire prédire l'avenir. Alors chacun pour ce qu'il veut, mais moi j'y crois évidemment pas. Oui, The Game, je comprends bien ta question. Tu dis que les capacités ont baissé de 20%, donc je parle sûrement des capacités d'emprunt. Bon, déjà, il faudrait vérifier le chiffre, d'où tu le sors. Mais il est peut-être vrai. Mais qui peut prédire l'avenir et nous dire que l'immobilier va baisser sous telle durée et de tel pourcent? C'est impossible à savoir. C'est impossible à savoir. Quelqu'un qui serait affirmatif là-dessus, ce serait un blaireau, parce que d'où on peut deviner quelque chose. Par exemple, quand le Covid est arrivé, on s'est dit, notamment dans l'immobilier, que ça allait être une cata. Et on n'a jamais aussi bien travaillé que pendant la période Covid. Après coup, ça paraît logique, mais avant coup, c'est inquiétant. Et bref, il y a tout un tas de cas qui prouvent la même chose. L'immobilier reste un besoin fondamental. Il y a des achats d'opportunités, il y a l'investissement locatif, qui est une forme d'opportunité, mais il y a un besoin primaire qui est de se loger, suite à une naissance, suite à une séparation, etc. Donc il y a un nombre de transactions en France qui est incompressible et qui donnera toujours de l'activité. Et ce chiffre-là, il est à peu près connu. Les belles années, en France, on est monté à 1 million 100 000 de transactions immobilières. Donc là, ça gaze, tout le monde est heureux. Et les pires années qu'a connues la France sur les 30 dernières années étaient à 650 000 transactions. Donc ça veut dire qu'un marché, même grippé par les taux, par tout ça, portera toujours 5 ou 600 000 transactions par an, parce qu'il y aura toujours des décès, des divorces, des naissances, et ainsi de suite. Je vais vous laisser, messieurs, dames, je conclue avec 4 informations, dans l'ordre, dans le désordre, mon e-book téléchargeable gratuitement sur Internet, sur mon site internet visitenco.fr. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, notamment l'investissement locatif en location nue, première info. Deuxième info, la possibilité d'avoir un créneau personnalisé de 30 minutes d'échange avec moi au téléphone, et ça se réserve dans ma bio, en cliquant sur le petit lien. Vous avez accès à un calendrier, etc. Et attention, les places sont limitées. Troisième info, pour ceux qui aiment les bagnoles, rien à voir, j'ai un deuxième compte TikTok qui s'appelle les bolides de Patoche. Et la quatrième info, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est du live, il n'y a jamais rien de préparé, j'ai jamais de notes avec moi, donc j'ai oublié ce que je voulais vous dire en quatrième chose. Voici peut-être de vous abonner au compte pour voir les prochains lives. J'en ferai peut-être un ce week-end, pendant ce grand pont de l'Ascension, si j'ai la foi. Salut Tom. Plus de questions, je vous laisse. Ce live sera rediffusé sûrement vendredi sur YouTube pour ceux qui ont envie de le revoir. Alors ça m'étonnerait que les gens ont envie de le revoir, s'ils l'ont déjà vu, mais peut-être des gens qui l'ont pris en cours, qui ont envie de revenir en arrière sur certains sujets traités. On a beaucoup parlé SCI, investissement locatif. On n'a pas beaucoup parlé de la famille aujourd'hui. On a très peu parlé des Pax, mariage, testament. Pourtant, pensez-y, messieurs, dames. Pensez-y. Alors, si vous êtes tout seul, vous n'allez pas vous paxer avec vous-même, mais si vous avez un copain, une copine, bref. Allez, Tom, si tu as une dernière question, ça peut être bon. Je vois que tu dis, je poserai ma question dans un prochain live, mais allez, je mens souvent en disant que c'est la dernière, mais je peux en faire une dernière. Tu peux prendre le temps, 1 minute de la formuler, le temps que je meuble un petit peu. Et puis voilà. Il y en a un qui dit au-dessus qu'il n'a pas eu de réponse. Alfrencino, je me rappelle plus, c'était quoi ta question? J'ai essayé de remonter, mais j'ai l'impression qu'elle est là, c'est bon. De 90 000 euros pour acheter un appartement comme résidence principale, quel est l'apport probable pour... je ne comprends pas ta question, excuse-moi. Tom qui nous pose une bonne question. Est-ce qu'il est possible de vendre sa maison résidence principale à sa SCI? Oui, c'est tout à fait possible, mais explique-moi quel peut être l'intérêt. Quand tu as acheté cette maison-là, déjà payé des frais de notaire plein pot, 7 à 8% lors de l'achat. Si tu revends ce bien à ta SCI, tu vas à nouveau sur le même bien payer 7 à 8% de frais. Première étape. Deuxième étape, le fait de mettre un bien dans une SCI a un intérêt fiscal si tu génères des loyers et que tu mets des charges en face. Si c'est ta résidence principale et que ça continue à être ta résidence principale, tu n'auras pas de loyer, donc tu n'auras pas de charge. Protéger mon bien. Alors le protéger de quoi, Tom? Je suis curieux que tu m'expliques de le protéger de quoi.
Protéger ton bien de quoi ou de qui? Je suis curieux d'avoir ton point de vue. Pourquoi? Parce que souvent je rencontre des personnes et je veux pas du tout... Ah, t'es un enfant qui n'est pas le tien. Ok, donc il y a un vrai débat. Là où je voulais en venir, c'est que souvent je rencontre des gens qui ont monté ou veulent monter des SCI en me disant parce que c'est mieux. Je dis c'est mieux pourquoi? Parce que c'est plus avantageux fiscalement. Pourquoi? Et en fait, on n'a pas la réponse. Donc, je déteste les conseils trop light des comptables, des experts comptables, des avocats, des notaires qui disent la SCI à l'IS, c'est génial, amortissement, pas d'impôt. Ok, on oublie de vous parler de la revente à plus-value des professionnels, on oublie de vous parler de la prison du cash flow, des dividendes taxés à la flat tax, etc. Bref. Tom, t'as un enfant qui n'est pas le tien. Tu peux aussi te protéger d'autres façons, hein, par un Pacs avec un testament, etc. La SCI n'est pas impérative. Allez, 19h15, j'ai fait 1h30 de live, j'étais parti pour 1 heure, je crois que c'est pas mal. J'ai presque répondu à ta question, Tom, de façon un peu succincte, tu m'en voudras pas, mais ça reste un live grand public. Et voilà, mais au moins je te félicite de te poser des questions et de te poser des questions où tu vas jusqu'au bout de la démarche, parce que trop souvent, on me parle de SCI, et le pire, c'est que souvent, c'est des gens qui l'ont constitué et qui n'ont pas compris pourquoi. Trop souvent, on me parle de Pinel en me disant qu'on a bien compris l'avantage fiscal de la réduction d'impôts, mais qu'on n'a pas pensé que les nouveaux loyers vont être imposés au titre des revenus fonciers et vont être taxés à 17,2% de prélèvements sociaux, et la TMI, les gens qui font du Pinel sont très souvent dans une TMI à 30%, c'est-à-dire 47% d'impôts. Enfin bref, il y a beaucoup de raccourcis qui m'énervent un peu, excusez-moi pour ce coup de gueule de fin, mais faites pas n'importe quoi avec l'immobilier, notamment la fiscalité. Prenez le temps de vous former, de lire. Google est votre ami, messieurs, dames. Il y en a plein qui se disent merde, comment avoir l'information? Google sur des sites sérieux, sur le site du service public, impôts.gouv, etc. et non pas sur des blogs à la con et ainsi de suite. Mais bref, toute l'information, toute la data, elle est trouvable sur Google, messieurs, dames. C'est là où moi-même je trouve ma data, en prenant le soin de la vérifier, et notamment aussi avec ChatGPT, et notamment avec l'analyse des jurisprudences. Jean-Luc, en SCI, est-ce que ça l'a permis de réduire l'impôt? Oui, autant que ça permet de le majorer. Ça permet de réduire l'impôt grâce à l'amortissement si tu es à l'IS, mais le jour de la revente, tu te fais défoncer en impôt au titre de la plus-value des professionnels. Donc oui et non, mon ami. Alors si, Hugo, je finirai là-dessus. Il n'y a aucune façon de ne pas payer les prélèvements sociaux sur revenus fonciers, on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Si tu es en déficit foncier, ou à zéro, mais en tout cas encore mieux en déficit, tu ne paieras pas de prélèvements sociaux sur tes revenus fonciers. Je te donne mon exemple, j'ai fait avant-hier, lundi, ma déclaration de revenus, d'impôt et donc de revenus fonciers, déclaration 2044, et du coup je suis en déficit foncier de 6 672 €, enfin on s'en fout, mais 6 000 €, donc du coup je ne vais payer aucun impôt TMI sur mes revenus fonciers, parce qu'ils sont virtuellement négatifs, et aucun prélèvement social, parce que mes revenus fonciers sont virtuellement négatifs. Donc si c'est possible, Hugo, c'est peut-être la bonne nouvelle pour clôturer ce live, tu peux payer aucun impôt sur tes revenus fonciers si tu parviens à te mettre en déficit foncier, et ça c'est très souvent grâce aux travaux. Les travaux, c'est la clé. Et encore une fois, faites-les par des entreprises, parce que c'est plus intéressant fiscalement, parce que lors de la revente, vous mettrez au dossier la garantie décennale de l'entreprise, et ça vous évitera de dans 10 ans en étant vous-même redevable de vos travaux. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très souvent ignoré. Donc, bref, faites des travaux dans vos investissements locatifs, et faites des travaux par des entreprises. Totov qui nous dit avec une holding, c'est le top également. C'est dommage, c'est la fin du live. J'aimerais que tu développes, parce que la holding, oui, ça peut être intéressant, mais je me suis très longuement penché sur la question en 2021 pour mes sociétés. J'ai une SARL, j'ai une SCI, et j'ai eu en 2021 un très beau résultat sur ma SARL. Donc j'ai rencontré un avocat fiscaliste, un expert comptable, et au final, je n'ai pas monté la holding parce que j'y voyais beaucoup d'inconvénients. Donc j'aurais été très curieux d'avoir ton point de vue sur les deux côtés, sur les avantages, mais aussi sur les inconvénients. User qui nous demande quels travaux sont pris en compte au titre des revenus fonciers, donc de la location nue. 2 catégories de travaux sur 3, les travaux d'entretien et de réparation, et les travaux d'amélioration sont des travaux déductibles des revenus fonciers et qui peuvent notamment te mettre en déficit. La 3e catégorie, je lève un seul doigt,
qui est la catégorie des travaux d'agrandissement et de construction, n'est pas déductible des revenus fonciers. Par contre, il sera déductible lors d'une éventuelle revente au titre de la plus-value immobilière. Encore une fois, tout ça est assez technique et compliqué. Mais voilà les petites infos que je peux te donner en live. Je regardais si j'avais rapidement une réponse de la personne qui s'est prononcée sur la holding. J'aime bien le débat d'idées sur ce sujet-là. Je gagne pas toujours, mais parfois je prouve qu'on me présente que les bons côtés et non pas les mauvais. Notamment le fait que pour constituer une holding, il faut 1500 ou 2000 euros d'honoraires, que pour faire vivre une holding, il faut un bilan d'expert comptable tous les ans qui va coûter minimum 800 à 1000 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que faire financer une holding pour un emprunt si vous n'avez pas déjà les reins solides, si vous commencez directement par une holding, c'est quasiment impossible. Je dis quasiment, pour poser mes mots. Bref, j'aime bien le débat sur la holding. Grégoire qui demande prochain live c'est quand? Aucune idée. Tu vois, j'en ai fait un hier, j'en ai refait un ce soir. Hier, je pensais en faire un que vendredi, donc je m'engage absolument pas sur les dates de live parce que c'est gratuit et que si je m'engageais, certains seraient capables de me le reprocher si j'annulais. Donc je ne m'engage pas, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, il n'y a rien à attendre. Donc j'en fais assez souvent, j'en fais au moins 2 par semaine en moyenne, mais je n'ai aucune date ferme à te donner sur le prochain live. Il faudrait être un grand malade pour s'engager sur quelque chose de gratuit. Allez, sur ce, je vous quitte. Je me répète, vendredi, je vous mets sur YouTube le replay de ce live que j'ai trouvé sympa. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai bien aimé. Plus celui-là que d'autres, d'ailleurs. Donc, je vous mets en replay sur YouTube et non pas sur TikTok le replay de ce live. LMNP et fausse facture, t'en penses quoi? J'en pense du mal. Je ne vous conseillerai jamais des choses qui sont borderline ou illégales ou fiscalement pas bonnes. Donc non, je ne pense pas que les fausses factures soient une bonne idée. En cas de contrôle fiscal, on va certes vérifier la facture que tu mets au dossier, où tu peux l'avoir falsifiée de façon propre, etc. Mais on va aussi regarder ton relevé de compte pour voir la véracité de la dépense. Donc je pense, mon ami, que c'est une mauvaise idée et que je ne conseille pas ce genre de choses. Je finis là-dessus. Soyez droit, propre, gagnez du pognon. Il n'y a pas de honte à avoir à gagner du pognon, mais proprement, en payant vos impôts, en les minimisant dans le strict respect de la légalité, déficit foncier, LMNP grâce à l'amortissement, etc., mais avec rien de bancal. Allez, à bientôt.